Bonjour, bienvenue à cette conférence, merci d'être là. Donc pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, on va avoir deux présentations, une première que je vais faire moi-même et puis ensuite Johan Rousseau qui est juste ici qui va vous parler d'un secteur connexe à celui que je vais moi aborder. Donc voilà, je m'appelle Domenico Laporta, je suis, ça c'est un de mes titres, vous allez voir dans ma présentation, je fais pas mal de choses, je joue avec plusieurs casquettes et depuis très longtemps, ce qui fait que c'est pas toujours évident pour moi de savoir dans quel monde je me trouve, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui, parce que voilà, je voyage dans des mondes différents, aussi bien physiques que virtuels. Comment ça va se passer? On va avoir deux présentations et ensuite une table ronde avec Camille et Laurent qui vont nous rejoindre. Ce sont les deux artistes qui ont l'installation qui est ici à l'entrée, que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir. En tout cas, après avoir discuté avec eux, j'espère que vous irez la tester, que vous irez vous immerger dans leur univers. Alors, je vous ai dit un tout petit peu de choses sur moi, je vais vous dire quelques autres choses. La première, c'est que quand je vous disais que je voyageais dans des mondes différents, ben, ils sont très différents. En 95, je suis devenu sapeur-pompier en Belgique. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, je suis devenu avocat, aussi en Belgique. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, je suis devenu consommateur professionnel. Donc, je suis devenu journaliste culturel. Et là, pendant... on va dire, ça fait déjà 20 ans maintenant que je regarde plus ou moins 500 films par an, plus les séries, plus les jeux vidéo. Et donc, voilà, je m'immerge dans ces univers-là. Je me suis imprégné de ces univers-là pendant très longtemps, ce qui fait qu'à partir de 2007, j'ai commencé à travailler sur des scénarios en tant que script doctor. On appelle ça, c'est pas un terme vraiment officiel, mais c'est corriger les mondes, corriger les histoires d'autres personnes, d'autres scénaristes, de réalisateurs parfois. Et là, j'ai commencé à travailler vraiment sur tous les médias. Que ce soit la réalité virtuelle, la bande dessinée, le film, la série, le board game. J'ai fait vraiment quasiment tout sauf le roman, puisque les auteurs de romans, on ne les appelle pas des scénaristes. On les appelle, ils ont le statut d'auteur, que moi, on ne m'a jamais vraiment donné. Enfin, ça commence. Et puis, comme j'ai fait ça pendant longtemps, à un moment donné, ben, je me suis laissé convaincre que j'avais la légitimité de faire mes propres choses. Et puis, je suis devenu moi-même scénariste. Et pendant le confinement, j'ai créé cette méthode qui s'appelle Storytricks, qui va sortir. Donc ça, c'est quelques-unes des collaborations que j'ai fait avec cette méthode. C'est des workshops que je donne. C'est vraiment des méthodes de création d'univers et création d'histoire. Et c'est à base de cartes. Donc ça se présente comme ceci. Et voilà, il y a 50 cartes par deck. Et l'objet de ma présentation aujourd'hui, vous allez voir, ça concerne une seule des cartes. Il y en a 200. Donc je pourrais faire 200 présentations comme celle-ci. Je veux dire que je suis particulièrement fier du troisième, là, Balboa Productions. C'est Rocky Balboa, donc c'est la boîte de Sylvester Stallone avec qui je suis en train de faire un film. Et c'est assez fascinant de travailler avec une de vos idoles de jeunesse, puisque moi j'ai grandi dans les années 80. Et enfin, c'est fascinant et c'est triste à la fois. Alors, parlons d'imagination. On n'est pas beaucoup, donc je vais vous demander de faire un petit exercice facile. Je vais d'abord vous demander d'imaginer une chaise. Essayez de ne pas imaginer la chaise sur laquelle vous vous trouvez. J'ai vu qu'il y a pas mal de chaises ici d'ailleurs, de designs différents. Donc allez-y, vous avez tous une chaise en tête? Oui? Est-ce que parmi vous, il y en a un qui a imaginé cette chaise? Personne? Pourtant, c'est pas très loin, hein. C'est à Gruyère. Donc c'est une chaise qui a été dessinée par Giger. Et donc, on va continuer dans l'univers de Giger. Si je vous demande maintenant si vous connaissez Giger, et je vous demande d'imaginer une moto designée par Giger. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Une moto avec un moteur. Oui? Est-ce que ça ressemble plus ou moins à ça? Ou à ça? Donc, le deuxième, c'est une moto qui a été utilisée dans, je pense, la série Terminator Salvation, qui était inspirée aussi du design de Giger, même si lui n'était déjà plus là. Mais effectivement, quand on pitch à un mécano ou un designer de nous faire une moto dans le style de Giger, ben, il va créer quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça, qui est encore plus proche de l'univers de Giger.
La différence entre ceci et cela, c'est que dans ce cas-ci, ce n'est pas des humains qui ont dessiné la moto, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Et ça, c'est un exercice que j'ai fait avant de venir. Donc j'ai demandé exactement ça. Imagine une moto dans le style de Giger. Et c'est ce qu'on m'a sorti. C'est ce que l'intelligence artificielle m'a sorti en 1 minute. Perso, je préfère ces motos-là que celles qu'on a vues avant. Maintenant, elles ne sont pas aussi fonctionnelles. Ça, on est d'accord. D'ailleurs, les roues ne sont pas parfaitement rondes. L'intelligence artificielle a encore un peu de travail, mais ce qu'on voit sur des éléments simples comme ceux-ci, c'est que l'intelligence artificielle est plus ou moins égalité en fait avec l'humain sur des éléments comme ceci. Alors, imaginez ceci, un monde sans espoir abandonné par les dieux. Vous l'avez tous en tête? Le nôtre, ok. Non, n'imaginez pas notre monde, essayez d'imaginer un monde sans espoir. Moi, personnellement, j'ai du mal. J'ai du mal parce que c'est uniquement des concepts, le concept de monde, le concept d'absence, without, c'est quelque chose qui devrait être là mais qui n'est pas là, le concept d'espoir, le concept d'abandon. Donc pour abandonner, il faut avoir été présent et puis abandonner. Qu'est-ce qu'on va représenter? Et puis les dieux, évidemment, vaste débat qu'on n'abordera pas ici. Mais il n'y a pas de majuscule à Dieu, donc voilà, il y a encore plein de possibilités. Et là où mon cerveau cale, en fait, en tant que créateur, l'intelligence artificielle, quand je lui demande d'imaginer un monde sans espoir abandonné par les dieux, elle me sort ça. Ce qui m'intéresse dans cette image, d'abord, c'est le temps qu'elle a mis à la générer, puisqu'on est autour d'1 minute à chaque fois. Et puis, quand on rentre un petit peu dans l'analyse, on se rend compte que, d'une part, et je l'ai fait plusieurs fois l'exercice, à chaque fois elle sort quelque chose de différent, elle n'arrive pas à imaginer un monde sans habitants. Donc la notion de monde va avec le fait d'habiter le monde, alors que nous, on est capable d'imaginer un monde où il n'y a personne. Par exemple, Mars. Il n'y a pas d'habitants a priori sur Mars. Peut-être que je serai détrompé dans pas longtemps, mais enfin bon. Et puis, il y a des schémas, par exemple, vous voyez, il y a une sorte de planète là au centre, et puis il y a des constructions qui ont l'air d'être constructions humaines, ou des constructions en tout cas qui ont été fabriquées par des habitants. Ce qui m'intéresse dans l'exploration du monde que je viens de créer en 1 minute, c'est justement de l'explorer. Et donc, je vais plus loin dans l'exploration de Midjourney. Déjà, qui connaît Midjourney? Vous en avez entendu parler? Oui. Donc, elle existe depuis plus ou moins juin. En plus, c'est une intelligence artificielle qui n'a que 3 mois, finalement, qui est encore jeune, mais qui arrive déjà à créer des choses assez incroyables. Et quand je lui demande d'explorer mon monde, effectivement, l'intelligence artificielle m'amène dans une partie du monde qui est déjà présente plus ou moins dans la première image, et on voit que c'est le même monde, mais on est à un autre endroit. Quand je lui demande d'étendre le monde que j'ai envie d'explorer, pareil, on m'amène dans un autre endroit, et vous voyez, c'est comme sur la Terre. On est à un autre endroit, c'est le même ciel, c'est les mêmes nuages, en tout cas c'est la même matière qui gravite autour, et puis surtout c'est les mêmes habitants. Et là où ça devient intéressant, c'est quand je demande à l'intelligence artificielle de me montrer les limites du monde que je viens de créer, elle n'en est pas capable. Elle me montre quelque chose qui, effectivement, il n'y a rien, mais en même temps, il y a quelque chose d'abstrait, dans le fond. Elle a juste enlevé tous les éléments matériels du monde en disant, voilà, la limite, c'est la limite de la création humaine. Et ça, c'est fascinant parce que nous, quand on essaie d'imaginer les limites de l'univers, on n'y arrive pas non plus. Donc, quelque part, c'est une vraie intelligence. C'est une intelligence collective, puisqu'on sait que les intelligences artificielles vont aller se nourrir de plein de choses, y compris du travail d'artiste. Si elle est capable de créer une moto à Giger, c'est parce qu'elle va chercher tout ce qu'elle sait du travail de Giger pour créer la moto. Sinon, elle n'aurait pas été capable d'imiter un style. Elle imite, elle hybride. Alors là, c'est un peu petit, mais ça se présente comme ça, Midjourney. Et vous voyez que moi, ma création de monde, elle est là au centre. Et qu'au-dessus, la personne a demandé, donc c'est en temps réel, hein, vous voyez ce que les gens demandent. La personne au-dessus demande une tarte géométrique avec une croûte réaliste. En bas, on demande un pélican rigolo dans un style de cartoon. Et puis moi, je demande un monde sans espoir, abandonné par les dieux. Mais en fait, quand vous faites ça, c'est déjà un espace communautaire. Midjourney, qui est sur Discord, là, c'est déjà une communauté, c'est déjà un univers. Et cet univers, il s'inspire de ses créateurs. Par exemple, ici, quand je demande la moto, vous voyez juste au-dessus, directement après, j'ai un type qui se dit « Ah, il a demandé un truc dans le style de Giger, je vais moi aussi demander des trucs dans le style de Giger. » Et vous voyez que si on regarde ce que moi j'ai demandé au-dessus de la moto, en dessous, il a demandé des sortes d'instruments de musique, et le troisième, c'est, je crois, un groupe de rock'n'roll vétéran sous la pluie, dans le style de Giger. Les trois font partie du même univers.
C'est assez évident. Si je n'avais pas demandé la moto, la personne qui a vu que j'ai demandé la moto, juste le fait que ce soit public, en fait, ne m'aurait pas imité, ou en tout cas n'aurait pas décidé d'étendre un univers qui m'échappe déjà. Donc ça, c'est assez intéressant, aussi parce que c'est assez proche de ce que Giger faisait, et surtout, alors peut-être pas le premier, mais le deuxième, donc le vaisseau dans Alien, qui a été fait pour le cinéma. Enfin, c'était des illustrations qu'il avait déjà et puis qu'il a recyclées pour le cinéma. Ça, l'intelligence artificielle aurait été capable de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus besoin de payer Giger bien cher pour faire quelque chose qu'il a de toute façon déjà inventé. Et là, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de propriété intellectuelle, ça pose des problèmes artistiques. Et en termes d'efficacité, c'est pas un problème. Donc en termes d'industrie, c'est l'inverse d'un problème. C'est plutôt un avantage. Moi qui ne sais pas du tout dessiner, je vous montrerai, j'ai passé 30 minutes à créer un univers en préparant cette présentation et ça reste crédible. Ce qui est intéressant aussi, et là on ne le voit pas, mais en fait dans les keywords, dans les mots-clés qui sont mis par cette personne juste après moi, il met le nom de son studio. Et quand je suis allé voir sur Internet le studio, Dylan Cole Studio, en fait c'est un studio qui vend des concept art pour le cinéma. Et pour des pubs et pour des marques. Donc on voit que là, il se prémâche déjà le travail, et ça c'est vendu, c'est-à-dire que les deux illustrations qui sont là après, si ça se trouve, elles ont été vendues à un client. Donc là, on commence à voir l'intérêt de ces univers synthétiques, des univers qui sont créés par des intelligences artificielles, par des humains, qui sont peut-être pas des artistes, et qui deviennent des artistes. En fait, c'est juste qu'à la place d'avoir un canevas ou une tablette graphique, ils ont cette intelligence artificielle comme outil. Moi, je me suis souvent défini comme un conteur, parce que je raconte des histoires, et puis je ne sais rien faire d'autre de toute façon. Ben maintenant, il y a des prompteurs. C'est des gens qui font des prompts, donc des commandes, des lignes de commandes, avec des mots normaux, donc ce n'est pas du langage informatique, ce n'est pas du code, c'est des mots normaux. Par exemple, vous pouvez dire à l'intelligence artificielle, fais-moi une image dans le style de cette image. Ou dessine-moi mon enfant avec une queue de diable et des yeux rouges. Je ne sais pas pourquoi on demande ça, mais il y en a qui le font. Ce qui est fascinant, c'est d'observer Midjourney pendant 30 minutes. Vous voyez ce que les gens demandent et vous voyez comment ils s'influencent les uns les autres, et c'est assez fascinant parce qu'il y a vraiment des choses qui se créent et il y a des tendances aussi qui se dégagent. Mais Midjourney, ça permet de faire aussi des choses comme ça. C'est assez réaliste, c'est vendable, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est beau ou pas? Il y a quand même un côté aseptisé à la chose enfin, pour moi, je vois l'ordinateur, là, je vois l'œuvre d'art désincarnée. Mais quand vous vendez du concept pour le cinéma, pour le jeu vidéo, pour ce type de médias, avoir des supports visuels comme ça vous garantit quand même beaucoup plus de poids dans les négociations. Et surtout, ces œuvres, elles vous appartiennent. Donc ça, c'est là que légalement, en tant qu'ancien avocat, je peux vous dire, là, on n'est pas au bout de nos peines. On peut varier les styles et surtout, ce qu'on peut faire, c'est rester dans le même univers. Quelque chose qu'il y a un mois, personne ne croyait possible dans Midjourney. Tout le monde disait, si je demande un monde sans espoir abandonné par les dieux, il va tout le temps me générer un autre monde. Et en fait, c'est juste un snapshot d'un monde c'est un peu quantique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le monde, il existe. Quand je lui redemande exactement avec les mêmes mots-clés, il va me montrer un autre monde. Et mon monde précédent, il est perdu. Aujourd'hui, vous savez vous référencer vous-même, ce qui fait que Midjourney est capable de créer une DA, une direction artistique cohérente, qu'elle soit sur les personnages, qu'elle soit sur les univers. Du coup, quand les architectes s'en emparent, là aussi, alors, je ne suis pas un fan spécialement d'architecture, mais j'habite à Liège, en Belgique. On a une gare qui est assez connue, notamment parce qu'elle a coûté une fortune et qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim à Liège. Et cette gare, elle a été faite par un architecte connu, et que je ne nommerai pas d'ailleurs, parce que c'est scandaleux le prix qu'il a eu pour cette gare, mais ça s'inspire clairement, moi quand je vois ces œuvres créées par Midjourney, ça s'inspire de son travail. Or, ce n'est pas son travail. C'est une variation de son travail, et les architectes peuvent s'inspirer de ça. Alors là, je vous parle du côté dark de la chose, mais on peut aussi avoir des réflexions assez positives, notamment sur l'écologie. On peut avoir l'assistante de l'intelligence artificielle sur les mégacités de demain, où l'écologie sera par exemple au centre de la cité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intelligence artificielle, on peut aussi lui donner des consignes qui sont analytiques, notamment d'architecture, donc de murs porteurs, de choses comme ça, ce qui fait que quand elle va construire des choses, elle ne va pas complètement les construire en science-fiction, elle va s'inspirer de la physique, elle va s'inspirer, on peut lui dire par exemple la vitesse du vent, et alors si la tour est trop haute et qu'il y a trop de vent, ben, ça ne marchera pas, et l'intelligence artificielle, ça dépend de comment on la nourrit en fait, des datasets qu'on va lui donner.
Évidemment, les marques ont tout fait de s'emparer de ça. Donc là, c'est Nike qui sans gêne, hein, donc qui a sorti ça dans la presse, des croquis des Nike 5 éléments qu'ils ont créés comme ça en 1 minute sur Midjourney. Mais ce qui est fascinant, c'est que tout de suite, les artistes s'en emparent et font du sabotage. Donc prennent Nike et brûlent. Par exemple, le premier tableau que vous voyez là, c'est un mélange d'Inquisition et de Nike. C'est l'Inquisition rencontre Nike dans un tableau unique. Le deuxième, c'est le château de Disney, puisque Disney s'est aussi essayé à Midjourney très rapidement. Ils ont été tout de suite incendiés, littéralement, par l'intelligence artificielle, ce qui fait que même les créateurs, aujourd'hui, commencent à censurer, à restreindre l'intelligence artificielle pour ne pas que les marques s'en emparent. Alors là, on ne voit pas, mais Jeff Han, qui est un directeur artistique chinois, c'est lui qui a fait les deux créations que je vous ai montrées avant. Il a aussi fait celle-ci, sur McDonald's. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il en a fait un business. Et c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin d'argent, il travaille vraiment pour plein de gens. Il fait du motion design, notamment pour des séries, pour des génériques de séries. Il l'a sorti, par exemple, en print, unique, puisque c'est des œuvres uniques, c'est ça le truc. Pour 89 $, donc il a vendu son print, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a aussi sorti en NFT unique, et là il a réussi à la vendre plus cher que le print pour lequel il avait dû imprimer, frais de poste, etc. Donc, finalement, ça a été plus rentable dans l'espace virtuel, qui est l'espace auquel appartiennent ces œuvres. Donc on remarque que presque naturellement, la tendance d'une intelligence artificielle, c'est d'aller vers les nouveaux écosystèmes. Parce qu'elle n'est pas vraiment compatible avec notre intelligence à nous. Pourtant, elle fonctionne quand même de la même manière. Ça, c'est ce que j'ai fait en 30 minutes, inspiré de Cyberpunk et autres. Et vous voyez que vous ne le voyez peut-être pas très bien là, mais sur l'écran ici, c'est beaucoup plus visible, mais tous ces personnages-là, ils sont liés. Ils appartiennent au même univers. Donc, ce n'est pas décousu. Et on peut même créer l'endroit où ils habitent, où ils évoluent, et on peut se rapprocher même assez près en explorant. On peut avoir un niveau de détail. Alors là, c'est que 30 minutes. Et puis moi, je ne suis pas encore un prompteur professionnel, je suis toujours dans le channel newbie. Mais on peut aller très loin dans les textures, dans les styles qu'on demande. Et puis, avec des scripts tout simples, on peut importer ça dans des moteurs de 3D temps réel, par exemple Unreal. Là, voilà un essai qui a été fait, donc ça dure 10 secondes, et c'est tout simple, c'est juste une animation toute simple, et vous allez déjà voir qu'avec un peu de musique, enfin là on ne l'entend pas, mais et un peu d'animation, ça prend vie, en fait. On est tout de suite dans l'immersion. C'est la première fois que je prononce ce mot immersion, il va être important pour la suite de la présentation, mais finalement, ça ajoute une dimension, et avoir un système comme Unreal qui communique avec un système comme Midjourney, c'est beaucoup plus simple que d'avoir un directeur artistique comme Jeff Han qui va collaborer avec un réalisateur humain. Ils vont avoir plus de points de mésentente que deux systèmes qui collaborent entre eux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc imaginez maintenant un Midjourney, mais en VR, où tout ce que vous allez créer en 1 minute, vous allez pouvoir le générer en 3D, et vous allez pouvoir simplement mettre votre casque, et puis vous êtes dedans. Est-ce que vous allez être vraiment immergé dans la création, à votre avis? En tout cas, vous savez l'imaginer. Et ça vous fait un peu fantasmer quand même. Il y a un peu une notion de fantasme. Fantasme dans le sens du dictionnaire. Hein, d'ailleurs, Midjourney, elle est censurée, je vous l'ai dit. Vous n'arriverez jamais à faire une œuvre de Giger parce que tout ce qu'il y a de subversif chez Giger a été retiré. Donc vous ne pouvez pas demander... Il y a toute série de mots comme ça, tout ce qui est sexuel, scatologique, etc., c'est impossible dans Midjourney. Par contre, alors qu'ils ont essayé de supprimer la violence, par exemple décapitation, tous ces trucs-là, les artistes arrivent à contourner et arrivent à créer de la violence dans Midjourney, alors que ça n'a pas été conçu pour et qu'on essaye même de la réprimer. Comme dans le monde réel. Pourquoi est-ce qu'on fantasme? Alors je peux faire un cours rapide, un petit crash course de neurosciences, mais on a deux parties du cerveau. On a la partie gauche qui est votre partie analytique, donc qui aime bien les nombres, qui aime bien arriver à l'heure, qui aime bien les choses mesurables et quantifiables. Et puis on a la partie droite qui est plus créative, et qui est plus folle. On a tous ces deux parties. Elles ne sont pas développées de la même manière et elles ne réagissent pas de la même manière quand on est face à une œuvre, notamment une œuvre d'art. On peut aussi entraîner ces deux parties. On peut être HP dans une de ces deux parties.
Mais le plus important, c'est que ces parties elles doivent communiquer ensemble. On n'est jamais uniquement d'un côté, on n'est jamais uniquement de l'autre. Quand je demande à Midjourney de me créer un monde abandonné par les dieux et sans espoir, il y a quand même une partie analytique. On est à fond dans la création, c'est-à-dire qu'on est dans l'imagination totale, on n'est que sur du concept. Mais Midjourney, parce que c'est une intelligence néanmoins, qui s'inspire de vraies intelligences, n'arrive pas à être dans l'abstrait, à être totalement dans l'abstrait. Elle a besoin de vous mettre des silhouettes humaines, elle a besoin de vous mettre des constructions qui ressemblent à des bâtiments. Il y a toujours une partie analytique qui joue, mais qui est quand même minoritaire dans un tableau comme celui-là. Quand je demande la moto de Giger, c'est la partie analytique qui est principalement sollicitée chez l'intelligence artificielle. Donc on va avoir 2 roues, un semblant de moteur. Il manque le volant de la moto, le guidon, mais on peut imaginer qu'il est peut-être là. Les roues ne sont pas tout à fait droites, donc il y a quand même cette partie folle, complètement débridée chez l'intelligence artificielle. Si j'avais demandé à un architecte ou un mécano ou un ingénieur de me dessiner une moto Giger comme celle que je vous ai montrée, les roues seraient parfaitement rondes. On ne s'autoriserait pas d'aller à l'encontre de notre partie analytique, quand c'est le métier, évidemment. Moi, je suis incapable de vous dessiner une moto, même dans le style de Giger et même dans le style de n'importe qui, d'ailleurs. Les deux doivent communiquer. Et au niveau de l'intelligence artificielle, c'est ce qui se passe. Les deux communiquent aussi. Alors, pour rester un peu dans ce qui se passe pour l'instant, est-ce que vous avez vu la série Ring of Power, la série Le Seigneur des Anneaux? Un petit peu. Un petit peu, c'est déjà beaucoup. Hein. Parce que ça s'inspire du Silmarillion, plus ou moins. Quand Tolkien écrit le Silmarillion, il l'écrit comme une Bible, comme l'Iliade, comme la Genèse d'un monde. Et ça ne fait appel qu'à votre partie droite du cerveau. C'est-à-dire que c'est que de la description, mais de phénomènes abstraits, de concepts. Il y a très peu de storytelling, il n'y en a quasiment pas. Et finalement, c'est chiant à lire. Parce que vous allez passer 8 heures à lire le Silmarillion, c'est le temps que dure l'audiobook, et ça va être très compliqué. Votre cerveau, il va lutter tout le temps, parce que sa partie analytique est réprimée. Et donc c'est difficile. Et parce que c'est difficile, c'est gratifiant. Donc les gens qui ont lu le Silmarillion, ils vous le diront. Moi, j'ai lu le Silmarillion. Johan a lu le Silmarillion. Et si à un moment donné, vous êtes, t'as lu le Silmarillion? Ouais, ok. C'est gratifiant parce que c'est difficile. C'est punitif de lire le Silmarillion. Et c'est comme ça aussi avec la nouvelle série Rings of Power. C'est le contraire, en fait. Il n'y a que la partie analytique qui est sollicitée. On vous montre tout, on vous explique tout. Et à cause de ça, votre imaginaire n'a pas le temps vraiment de prendre le pas. Et à cause de ça, et ça prend 8 heures aussi de regarder cette série, il y a 8 épisodes, c'est aussi un peu chiant et c'est aussi un peu punitif. Moi, je ne suis pas arrivé au bout. J'ai regardé 4 épisodes et pourtant, Dieu sait si j'ai grandi dans ces univers-là. Alors ça, je passe parce que c'est un truc que j'ai fait, mais bon, c'est juste pour vous dire que Outcast 2, c'est un jeu sur lequel je travaille. Il va sortir. Le joueur est censé passer 16 heures dans le jeu, de s'immerger pendant 16 heures. Moi, j'ai passé 3 ans de ma vie dans cet univers. Donc je peux tout vous expliquer sur un visuel comme ça. Je sais pourquoi le Galinta s'appelle le Galinta, pourquoi il vole, pourquoi il y a 2 lunes dans le ciel, pourquoi les cabanes dans les arbres tout en haut sont différentes des cabanes tout en bas, pourquoi à droite c'est une race alien, à gauche c'est un humain, pourquoi ils sont habillés comme ça, etc. Donc le temps d'immersion fait qu'on va se familiariser avec tous les éléments du monde. On ne va pas trop s'attarder sur le jeu vidéo parce que Johan va revenir là-dessus et puis il reste que 10 minutes. Mais juste vous dire que quand même, c'est des univers très, très, très immersifs. Star Citizen, qui connaît? Il y a quand même quelqu'un qui connaît, 2 personnes. Voilà, les joueurs de Star Citizen, ils jouent depuis 10 ans, ils habitent depuis 10 ans dans un univers, en même temps que les développeurs, puisque les développeurs, ça fait aussi 10 ans qu'ils développent le jeu n'est pas sorti encore, mais ils sont partis d'un crowdfunding qui a rapporté 2 millions de dollars. L'année dernière, ils étaient à 400 millions de dollars. Cette année, donc hier, j'ai pris le screenshot, ils sont à 500 millions de dollars, ça fait 100 millions de dollars par an. Et si vous voyez là en petit, il y a 4 millions de personnes pour l'instant dans l'univers de Star Citizen. Des gens qui mettent la main à la poche pour développer l'univers. Et puis, je vais passer la bande-annonce, mais ça c'est le record des records. GTA, le 5, ça fait aussi 10 ans. Ils ont vendu 160 millions de copies. C'est le seul jeu que j'ai acheté 3 fois et on me l'a offert 1 fois. Donc j'ai eu 4 fois le jeu. Le jeu fait 15 000 $ toutes les 10 minutes, 10 ans après. 25 millions de dollars tous les 10 jours. Et il a généré plus de 6 milliards de dollars à ce jour.
Et on n'est pas dans l'espace, on n'est pas dans les terres du milieu, on est dans une ville fictive qui s'appelle Los Santos, mais qui est designée comme Los Angeles, et le jeu, il n'est basé que là-dessus. Alors, une dernière chose par rapport à la différence entre immersion et engagement. En fait, vous voulez être immergé dans un monde, mais ça ne suffit pas. Si vous immergez sous l'eau, vous allez vite vous emmerder. Je suis sous l'eau, voilà. Non, il faut nager, il faut explorer, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est l'engagement. Et pareil, ça fonctionne avec les deux parties du cerveau. Donc, il y a toute une partie qui peut être expliquée, c'est l'immersion. Ça peut être expliqué juste en mesurant les réactions chimiques que vous avez dans votre cerveau. Donc, la neuroscience étudie ça. Et puis, il y a la partie qui concerne les sentiments, les émotions et les fantasmes. Mais ça, c'est variable d'une personne à l'autre. C'est la psychanalyse qui étudie ça. Mais les deux doivent communiquer. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais, c'est la notion de... Donc ça vient de Lewis Carroll, mais c'est la notion de frontière, en fait, entre le virtuel et le réel. Et ce qu'on se rend compte, ce que moi, je me rends compte de plus en plus, c'est que sans cette frontière, il n'y a rien qui est vraiment intéressant. On ne sait pas rentrer dans un monde virtuel sans avoir la notion de frontière. Donc ce fantasme de se dire, à un moment donné, on va mettre des lentilles dans ses yeux, on ne saura plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ben, ça ne marchera pas, ça ne va pas démarrer vos fantasmes. Parce que pour fantasmer, il faut savoir que ce n'est pas réel. Il faut savoir que c'est virtuel. Et ça, la frontière joue un rôle important. Que ce soit un casque de réalité virtuelle, des écrans, quelle que soit la taille, un bouquin, c'est aussi une frontière, ou le paravent du maître de jeu, si vous avez fait du jeu de rôle, comme moi je l'ai fait, et comme Johan l'a fait aussi, pendant des années. Et puis, si ça ne marche toujours pas, il y a toujours ce bon vieux truc de l'histoire. Parce qu'en racontant des histoires, bah, vous allez immerger les gens. Donc là, maintenant, je vais faire, pour conclure, un dernier test. Ça dure 1 minute. C'est un univers, il y a des personnages, mais vous allez voir que ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte même encore moins que Midjourney à faire. Donc je lance une vidéo. Dans un mois après mon obsolescence à l'aéroport Charles de Gaulle, le commandant est en son Hello. Bonjour. Très très mignon. Alors? Le commandant et toute son équipe espèrent que vous avez passé un agréable. Donc ça, c'est une pub que Google a fait pour le Super Bowl. La pub n'a pas coûté cher. Par contre, le placement de la pub, personne ici est capable de se le payer. Mais on voit bien qu'en racontant une histoire avec des éléments très simples, qui sont même pas originaux, puisque le moteur Google, tout le monde le connaît, et on ne voit que le moteur Google dans la pub, on arrive à vous immerger dans un univers qui est pourtant le vôtre. Paris, vous êtes probablement tous déjà allés à Paris, enfin je sais pas, mais on est quand même dans un autre univers. Et je termine avec ça. J'espère que c'est le takeaway, comme disent les Américains. C'est ce qu'on a, la notion de problème. Le problème, c'est un anagramme pour le P. Punishing, je vous l'ai dit au début, pour qu'un univers soit immersif et engageant, il faut qu'il soit difficile, il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait des contraintes. Même quand je fais Midjourney, je dois trouver les bons noms, les bons verbes, les bons mots, sinon je n'ai pas le résultat que je cherche. Ça demande du trial and error, de l'essai, des erreurs, etc. C'est un élément très très important. Si c'est pas difficile, si vous n'avez pas de challenge, vous allez abandonner l'univers très très rapidement, même s'il est magnifique. Ensuite, le R, c'est relatable. Vous devez avoir un rapport avec cet univers, soit avec les personnages, soit avec votre propre vie, mais vous devez, ça ne peut pas être complètement étranger. Si c'est complètement bizarre, que les lois de la physique sont pas respectées, que vous allez déconnecter également. Ça va demander à votre cerveau beaucoup trop de travail, la partie analytique va se rebeller. Le O, c'est original, ça évidemment c'est très important. Même dans la pub Google, vous voyez qu'il y a quand même une originalité dans le dispositif. De raconter cette histoire de cette manière-là, c'est original. Le B, c'est believable, ça, vous devez y croire. Même si votre univers est complètement fictif, c'est de la science-fiction. La science-fiction, il y a quand même une science derrière la fiction. Vous devez expliquer certaines choses pour que ce soit crédible. C'est pas l'imagination débridée sans aucune limite. Sinon, encore une fois, on décroche. Le L, c'est life altering, ça doit changer votre vie ou la vie de vos personnages. C'est important, vous voyez que dans la pub Google, ça change la vie du personnage. Il passe d'un célibataire à un père de famille.
entertaining, ça veut dire distrayant, la notion de rythme, la notion de structure, de récompense aussi. Et puis enfin, ça doit avoir un sens. Tout ce qu'on fait doit avoir un sens. Ça doit vous donner une leçon de vie. Peut-être qu'il ne parlera qu'à vous, mais en tout cas, il faut que ça ait un sens. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est qu'une des cartes de ma méthode. Et puis, si vous voulez un univers qui est à la fois punishing, relatable, original, believable, life-altering, entertaining et meaningful, essayez Steel Rising, un jeu auquel je joue pour l'instant. Et puis, si vous n'aimez pas le jeu, il faut vous en prendre un jeune, Rousseau, qui va me succéder maintenant ici sur scène et qui va vous parler de son travail. Merci. Donc, je suis Joanne Rousseau. Je suis la cofondatrice, présidente et aussi scénariste principale donc, du studio Spiders, qui est un studio de développement de jeux vidéo qui est basé à Paris et qui existe depuis 2008 maintenant. Mais je vais me présenter un peu plus avant, comme ça. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de la manière dont on crée les mondes de jeux vidéo. En tout cas, dont moi, je crée ceux dont on se sert dans nos jeux. J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit jeu de mots idiot dans le sous-titre parce que c'est effectivement deux notions qui sont importantes et je reviendrai dessus un peu plus tard, comme vous le verrez. Ça, c'est un concept art qui a été réalisé. Alors nous, on n'utilise pas d'IA pour faire nos designs. Déjà parce qu'on respecte les artistes et que quand j'ai vu d'ailleurs quand Domenico m'a montré les visuels qui ont été réalisés. Sur son monde cyberpunk, j'ai reconnu les artistes que l'IA a pillé assez horriblement d'ailleurs, et ça m'a évidemment un petit peu interloqué et embêté pour eux, en sachant que une des conséquences de ça en fait, c'est que énormément d'artistes sont en train de retirer leurs œuvres d'internet pour que les IA ne puissent plus s'en servir et que des groupes d'artistes sont en train de monter des class actions, donc d'essayer de traîner la société qui a créé ces IA en procès pour utilisation non légale de leurs œuvres. Je pense que ça va être une histoire sur le très très long terme et qu'on n'est pas prêt d'avoir le résultat en fait de leur class action, mais ça reste quelque chose d'important et d'intéressant. Donc c'est moi avec une perruque. Ça fait très longtemps que je travaille dans le jeu vidéo. J'ai pas commencé comme directement ni comme présidente ni même comme scénariste, puisque je suis rentrée dans le jeu vidéo comme graphiste pixel. Et donc j'ai travaillé au départ sur des jeux sur Game Boy Color, sur Game Boy tout court d'ailleurs, même le tout premier jeu sur lequel j'ai travaillé, puis sur Game Boy Advance, sur jeux mobiles, etc. Assez rapidement, je suis devenue game designer. Project manager, c'est-à-dire que je gérais des équipes qui étaient des petites équipes à l'époque. Puis, donc, dans une autre société, j'ai commencé à encadrer des équipes un peu plus grandes sur PC. Puis enfin, donc en 2008, on a créé le studio Spiders avec des collègues avec qui j'avais travaillé dans la société précédente, Monte Cristo. Et dans le cadre de laquelle on avait déjà créé un univers et un jeu qui allait avec évidemment, un RPG qui s'appelait Steel Rising, qui s'appelait Silverfall. Je mélange un peu tous les noms de jeux à force. Et on avait beaucoup aimé l'expérience en fait de cette création d'univers, de cette création de jeu ensemble. Et on a voulu continuer l'expérience, et donc on a créé Spiders dans ce cadre pour continuer à travailler ensemble, pour continuer à créer des univers originaux et pour continuer aussi à créer donc ce genre de jeux-là, les RPG. Donc RPG pour role-playing games, c'est des jeux de rôle qui sont dans des univers relativement variés. Depuis qu'on a créé Spiders, on a réalisé et sorti 7 jeux, en sachant que on a fait des jeux plutôt pour un jeune public. Notre premier jeu, c'était un jeu qui se passait dans un univers inspiré des contes de fées, très très mignon, avec un visuel qui faisait référence en fait à de l'illustration très traditionnelle, à l'aquarelle. Notre second jeu était beaucoup plus, on va dire, dans un univers classique de fantasy avec des orques et des gobelins, etc. Notre troisième jeu se passait sur Mars, et donc plutôt dans la SF évidemment. Donc voilà, on a changé d'univers. À chaque fois, on a créé des univers originaux. Dont je suis souvent à l'origine,
mais je ne travaille pas seule. Et donc notre avant-dernier jeu, Gridfall, je lance. Constantine, how are you feeling? I am lost. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. Reflections of my The entire continent is paying today for the errors of our grandparents. take a deep breath. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. Get ready! Ahoy! The Renaigse. They take our people. They destroy our island. It is not peace that we want. It is that you leave us. Beasts came out the woods. Let's show them what gods are made of! The political and religious impact of these discoveries will be unprecedented. I thought you were different because you are an Anor Manawi. But your heart is the heart of a Renaigse. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un jeu qu'on a sorti en 2019. Et donc, il se passe dans un univers de fantasy inspiré du XVIIe siècle. On a volontairement voulu s'éloigner de la fantasy de Tolkien. Notamment, on n'a pas d'elfes, on n'a pas de nains et d'autres races. Il n'y a que des êtres humains. Même s'il y a des créatures, par contre, qui, elles, sont très étranges et nourries de magie. Et que l'univers lui-même, bien qu'il ait des racines importantes dans l'histoire humaine, n'est pas évidemment un univers qui est complètement historique, puisque, outre même la présence de magie, on a pris de grandes libertés aussi pour créer cet univers. Mais je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Là, ce dont j'aimerais en fait vous parler spécifiquement dans cette conférence, c'est justement la manière dont on crée les univers. C'est-à-dire que faire un jeu vidéo, ça va mettre en œuvre énormément de métiers différents. On va avoir pour justement arriver à la vidéo que vous avez pu voir, qui n'est qu'un teaser, le teaser qui a été réalisé au moment de la sortie du jeu. Il y a évidemment énormément de métiers différents qu'on travaillait. On a effectivement travaillé dessus pendant 3 ans, à peu près, sur le temps de développement, dans lequel 3 ans dans lequel nous on a été immergés. Alors non seulement évidemment dans l'univers, mais aussi vraiment dans on va dire dans toutes les problématiques techniques qu'on peut avoir, dans toutes les galères qu'on peut avoir pendant un développement. Ça fait intervenir des métiers très variés, puisqu'on a des acteurs, on a qui vont faire les voix, qui vont faire la motion capture, on a des musiciens évidemment, on a un orchestre même qui a été enregistré, on a des programmeurs, donc tous ces métiers-là qui travaillent ensemble pour créer, donner vie à ce monde, en sachant que vraiment chaque élément a une importance cruciale en fait pour arriver au résultat. Néanmoins, avant d'arriver à ça, il a fallu concevoir ces univers. Et alors, en quoi, effectivement, dans le jeu vidéo, et particulièrement les RPG, la profondeur est particulièrement importante, c'est parce que, contrairement au cinéma ou à d'autres médias, dans lesquels, finalement, les univers... Alors, c'est évidemment bien mieux quand les univers sont fouillés, travaillés et riches, ça va de soi, mais dans un jeu vidéo, on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire que si on ne travaille pas cet aspect-là, dans la mesure où le joueur, quand il va prendre le pad en main, il va commencer à explorer un petit peu les environnements dans lesquels il se trouve, il va commencer à vouloir interagir avec des choses. Si effectivement il n'a pas une profondeur d'univers, il va très vite décrocher, il va très vite... Simplement, en fait, c'est comme si on passait derrière le décor dans une pièce de théâtre, en fait, et c'est pas quelque chose qui est fonctionnel. Donc, en fait, pour donner vraiment cette impression d'immersion, il va falloir commencer à développer un univers complet, et ça représente énormément de choses différentes. Alors, effectivement, on pourrait se contenter d'imaginer de produire un visuel, par exemple, ce que va faire, par exemple, une IA, mais on a besoin, nous, de beaucoup plus d'informations pour pouvoir écrire, nourrir les personnages, écrire les différents scénarios qui vont intervenir. Et ça, pour l'instant, donc, ça fait intervenir beaucoup de gens différents et de choses différentes à mettre en œuvre. Donc, évidemment, voilà, on a besoin d'un monde qui soit riche, qui soit varié aussi, qui soit crédible, comme le disait tout à l'heure Domenico, c'est vraiment un élément qui est très important et qui doit donner l'impression qu'il est réel et qu'il est vivant.
Dans un jeu vidéo, on ne peut pas aussi se contenter, encore une fois, que ce soit quelque chose qui soit statique. Il faut que tout bouge, il faut que tout soit vivant et qu'on puisse, quand on se promène comme ça dans ces décors, on va devoir rajouter, par exemple, des animaux qui vont courir dans l'herbe. On va devoir, quand on se promène dans les villes, avoir des passants qui font des choses. On peut plus se permettre. Alors effectivement, c'était moins le cas avant. On se contentait d'avoir des personnages qui étaient là, statiques, et puis on pouvait aller leur parler ou pas. Maintenant, c'est plus du tout accepté par les joueurs. Les joueurs ont besoin que les choses bougent, que tout soit aussi justement crédible et réaliste que possible. Et donc, ça demande un travail aussi énorme de comportement, de réfléchir justement à qu'est-ce que peuvent bien faire ces gens dans la ville, quels sont les animaux qui vont courir dans l'herbe. Tout ça, c'est des choses qu'à un moment qu'il va falloir imaginer, qu'il va falloir concevoir. Et en plus, tout doit effectivement être cohérent les uns avec les autres. Si on introduit des incohérences qui sont trop importantes, on va complètement perdre le joueur qui va décrocher. Alors comment est-ce qu'on crée un monde dans le jeu vidéo? En général, d'abord, on commence par définir un genre, même si c'est un genre un peu flou. Mais à un moment, il va falloir se demander si on part plus sur de la fantasy ou plus sur de la science-fiction, et aussi pour quel type de jeu on le fait. Si on développe un jeu de foot, finalement, l'univers a potentiellement moins d'importance, même s'il existe aussi des jeux de foot fantasy. Vous pouvez peut-être connaître Blood Bowl si vous en avez entendu parler. Alors c'est du foot américain, mais c'est voilà, on peut faire un jeu de sport qui va mélanger aussi qui va aller vers des univers qui sont un petit peu plus fantasmagoriques que ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision le week-end. Néanmoins, il faut commencer par se poser ces questions-là, et après, afin de faire en sorte, parce qu'encore une fois, nous on travaille pas seul, on travaille vraiment, c'est un travail d'équipe, il va falloir se donner des mots qui vont permettre de donner des directives à toute l'équipe, qui vont permettre de servir de guide, même quand on va hésiter sur une décision, quand on ne sait pas trop comment trancher entre des idées qui peuvent venir de plusieurs personnes. Les mots-clés qu'on aura définis au début vont vraiment permettre de guider toutes les décisions et d'une certaine manière d'assurer justement la cohérence. C'est dans la mesure où à chaque fois on va se référer à ces mots-clés et s'assurer qu'on s'y tient, ça va déjà créer un premier schéma de cohérence. Et puis effectivement, comme moi j'aime aussi faire des choses qui ont du sens, choisir un message, qu'est-ce qu'on veut faire porter à travers ce jeu, à travers l'histoire. Alors c'est pas toujours un seul message, il peut y en avoir plusieurs, néanmoins on peut avoir effectivement des choses à raconter, et c'est important d'avoir ça en tête, effectivement. Vient aussi le moment où justement finalement on fait le travail de l'IA en quelque sorte, mais on va réunir énormément de ressources. Sur Gridfall, par exemple, le jeu dont vous avez vu la vidéo, et puis quelques artworks jusqu'ici, on a justement réuni des sources comme celle-ci, des recherches de costumes, des recherches de peinture qui vont servir de référence aussi à la DA du jeu. On va aussi, au niveau du propos, se rapprocher, par exemple, de Princesse Mononoke. C'était une des inspirations dans la manière de traiter le propos sur l'environnement. On va rechercher aussi effectivement tout ce qui va être traitement de la lumière, etc. Tout ça, c'est des éléments qui vont être importants et qu'on va nourrir de références diverses, films, peintures. Évidemment, au niveau narratif, on va aussi se rapprocher de sources historiques, d'une part, puisque donc c'est un univers qui prend ses racines dans l'histoire, de romans parfois, aussi de scénarios de films. On va vraiment constituer une sorte de galaxie d'éléments qui vont nous nourrir et essayer de nous inspirer pour concevoir ces univers. Ça ne veut pas dire qu'on se contente de prendre tout ça et de le mixer, d'espérer qu'il va en sortir quelque chose de bien, mais on va malgré tout avoir toujours ces planches de visuel en référence en fond pour nous aider à nous guider et justement essayer de garder quelque chose de cohérent aussi qui va être porté par ces moodboards. Et ensuite, voilà, commence réellement le travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler avec les équipes de game designers, donc les gens qui conçoivent toutes les mécaniques de jeu, parce que on conçoit un monde, mais on conçoit un monde qui doit vraiment s'adapter au jeu. Je vais vous donner un exemple concret. Sur Steel Rising, donc le jeu qu'on vient de sortir, qui se passe lui pendant la Révolution, mais c'est une version complètement uchronique de la Révolution, puisqu'on a des automates
qui ont réprimé la révolution, et on incarne soi-même une automate qui va essayer de vaincre les automates pour libérer la population de Paris. En fait, au départ, on avait une idée de gameplay. On voulait faire un jeu qui est un Souls-like, donc un type de RPG, mais particulièrement difficile, qui repose beaucoup sur l'erreur, sur le fait qu'on meurt très très souvent, et puis on doit recommencer jusqu'à ce qu'on apprenne les patterns de fonctionnement des ennemis. En fait, c'est un genre de jeu où on s'était dit très rapidement, on va incarner un ou une automate, enfin en tout cas une machine, parce que ça nous permet justement d'expliquer le fait qu'on va mourir et qu'on va revenir sans arrêt. Évidemment, si c'est un être humain, alors soit on met derrière une espèce d'explication mystique, soit finalement on se contente de dire après tout, de toute façon ce n'est pas un personnage vivant, c'est une machine qui à chaque fois est reconstruite et repart. Et recommence. Donc ça nous permettait d'expliquer cet élément-là. Donc en fait, à partir d'un élément de gameplay, on a déjà une première base de notre univers. Mais au fait, au début, justement, le directeur artistique, les game designers avaient aligné un certain nombre d'autres mots-clés. Il y avait la verticalité qui était un mot-clé. Et donc effectivement, cette idée de mort et de mécanisme, ils avaient commencé à designer un univers qui était assez sympa, très beau, vraiment graphiquement c'était magnifique. Donc on incarnait effectivement déjà cet automate, ça c'était un élément qui était déjà présent, mais le reste de l'univers était complètement abstrait. On est dans une espèce de cité gigantesque, abandonnée, il y avait absolument aucun autre être vivant, il y avait que des machines. Et donc ils avaient commencé aussi à imaginer donc des machines gigantesques qui étaient des ennemis qu'on allait combattre, etc. Ça, il n'y avait pas de souci. Cette cité très tout en hauteur, donc la verticalité était respectée. Mais moi, au niveau narratif, sans personnage qui parle, j'avoue que c'était pas évident. Alors effectivement, on a d'autres moyens de raconter des histoires, notamment en se servant de l'environnement, mais au bout d'un moment, quand même, dans la mesure où on voulait donner des quêtes aux joueurs, des choses à faire dans cet univers, on commençait un petit peu à être limité. Et puis, complètement par hasard, je suis allée visiter une exposition sur Marie-Antoinette, et je suis sortie de là en me disant ça y est, j'ai la solution. Je suis revenue au bureau et je leur ai dit écoutez, on va devoir changer l'univers, on va garder le gameplay, on va garder l'héroïne automate, mais on va transposer ça à la Révolution. Et ça va se passer pendant la Révolution française et on va jouer la garde du corps de la reine. Ils m'ont regardé en me disant mais tu mets à la poubelle 6 mois de boulot, quoi. Oui, mais c'est comme ça qu'on va faire parce que sinon on ne vendra pas le jeu, en fait. On n'arrivera pas. On n'arrivera jamais à pitcher un jeu qui est tellement abstrait que, il est incompréhensible, en fait, cet univers qu'on a essayé de créer. Et là, par contre, avec cette idée-là, on ramenait l'univers dans quelque chose qui était connu, quelque chose en plus qui était connu internationalement, qui est beaucoup plus facile à joindre. Où qu'on aille dans le monde, ils peuvent ne connaître rien du tout de l'histoire française, mais la Révolution française, si, ils en ont vaguement entendu parler, quoi. Marie-Antoinette, ça leur dit un truc. Les perruques, les machins, en plus, c'est assez iconique, en fait. Même visuellement, on a quelque chose qui fonctionne très bien. Et donc j'avais cette équipe en face de moi qui était un peu déçue, qui n'était pas hyper convaincue. Et je leur dis, vous voyez le tableau « La liberté guidant le peuple ». Alors je sais, c'est pas la bonne révolution, mais néanmoins, c'est pour tout le monde l'image de la Révolution française. Imaginez à la place de Marianne, notre automate qui tient le drapeau. Là, ils m'ont dit, ok, on voit, on signe. Et c'était bon, ils étaient convaincus. Parce qu'en fait, il a fallu, justement, tout en gardant la même idée de verticalité, parce que Paris et les ruelles à l'époque étaient beaucoup plus serrées, Haussmann n'était pas passé par là, et du coup, on pouvait amener la verticalité. Donc on gardait vraiment toutes les idées de gameplay, tous les mots-clés qu'on avait, c'était les mêmes, mais on arrivait avec quelque chose de différent, parce qu'il n'y avait pas seulement, effectivement, le gameplay, il n'y avait pas seulement la direction artistique, il y avait aussi le marketing. Et il y a un moment où c'est quelque chose aussi qui est bien d'avoir en tête, c'est le fait que à un moment, votre jeu, il va falloir le vendre. Enfin, c'est mieux si vous voulez pas qu'il y ait que votre grand-mère qui joue pour vous faire plaisir. Et donc, essayer d'intégrer des notions qui vont être un peu vendeuses, qui vont être séduisantes, et réussir effectivement à les rendre parlantes auprès de tout le monde grâce à des images, par exemple, mais ça peut être aussi simplement du pitch, c'est quelque chose de très important. Et donc on travaille en fait en collaboration. Moi j'ai besoin de leur apport, vraiment. Encore une fois, l'idée de l'automate vient du gameplay. Le fait que qu'elle soit féminine, ça vient plutôt de la DA. C'est eux qui avaient envie d'avoir une petite silhouette beaucoup plus fragile que celle qu'on voit d'habitude dans les jeux de ce genre. En général, on joue des gros guerriers super lourds, super carrés. Là, au contraire, ils avaient envie de rompre avec ça et d'avoir un personnage beaucoup plus léger, entre autres aussi pour répondre à l'idée de verticalité. Donc, vous voyez, en fait, avec cet exemple, on voit bien comment les mots-clés nous ont guidés et en même temps, comment les différentes influences, en fait, ont pu amener au monde final
qui est celui donc de Steel Rising, qui est donc jeu qu'on a sorti il y a quelques semaines. Donc quand je crée un univers, donc au-delà justement de ces mots-clés et du fait qu'on travaille beaucoup en groupe, on travaille en groupe pour définir les grandes lignes. Mais à un moment, il va falloir quand même que je me mette derrière mon PC toute seule et que je commence un petit peu à défricher, à aplanir vraiment toutes les notions qui vont servir à construire un monde. Sur Steel Rising, c'était peut-être un peu plus simple parce que c'est une uchronie, mais elle s'est quand même basée sur des éléments historiques forts. Ça se passe en juin 1789, donc finalement, j'avais qu'à aller regarder ce qui se passait en juin 1789 et à lister la plupart des choses et à me dire, bon, ça va avec les automates, ça par contre, ça n'a pas pu arriver parce qu'il y avait les automates. Et donc, finalement, c'était un peu du oui-non sur chaque chose. Mais quand on crée un univers complètement, comme ça a été le cas sur Gridfall, on est obligé de se poser ces questions-là. Et je suis passée par les mêmes questions quand j'ai créé l'univers pour Mars aussi, etc. Donc, sauf que c'était pas une géographie, c'était une aréographie, mais dans l'idée, c'était la même chose. Donc, est-ce qu'on a, quel type de personnage on va avoir? Est-ce que c'est des personnages humains ou est-ce que c'est des crevettes pensantes? Pourquoi pas, finalement? Est-ce que donc, il va falloir définir vraiment la géographie, la politique, l'histoire de ce monde. Tout doit être décrit autant que possible et on va établir des cartes. Alors, celle-là est très belle, elle a été faite par une cartographe professionnelle. Celles que je fais sont beaucoup plus moches au début, mais elles sont nécessaires, effectivement, pour commencer à positionner les idées, pour pouvoir commencer justement à échanger avec l'équipe aussi sur, alors tel pays va avoir plutôt tel type de régime politique, va avoir tel type de religion, éventuellement, pas toujours, mais ça peut être le cas. En tout cas, il faut se poser la question. Ils vont avoir tel type de culture, ils vont avoir tel type d'architecture, ils vont avoir tel type de mode, ils vont avoir tel type... Enfin, tout doit être défini parce que derrière, c'est ce qui va permettre de construire réellement cet univers. Parce qu'à un moment, il va falloir construire les bâtiments, il va falloir habiller les personnages, etc., etc. Enfin, je vais aller plus vite. Une chose dont je me sers très souvent, c'est la notion de faction. C'est-à-dire qu'on crée, même au sein de ces nations, alors les nations peuvent être des factions à part entière, mais au sein de ces nations, on va créer aussi des groupes qui peuvent être, alors soit fonctionner ensemble, soit au contraire être ennemis, etc. Et c'est quelque chose qui va dynamiser énormément, qui va permettre aussi de rajouter énormément de narration, mais qui va aussi rendre les mondes crédibles. Voyez ça comme des partis politiques, voyez ça comme des guildes, voyez ça, et c'est quelque chose qui, notamment les MMO, nous on fait des jeux plutôt solo, mais dans le cadre des MMO, est quelque chose qui est vraiment toujours utilisé parce que ça permet aux joueurs de se regrouper en groupe et de retrouver finalement une notion de tribu au sein du jeu. Évidemment, amener la vie dans un jeu, ça passe aussi par le fait de créer des personnages qui ne sont pas tous des personnages joueurs, hein, le joueur en est un, mais il va avoir autour de lui énormément de personnages qui vont qui vont rendre l'univers vivant. Et pour y arriver, il va falloir, pour eux aussi, définir leur vie, en fait, essayer d'imaginer quelle peut être leur vie, quel peut être leur but, quel peut être leur rêve, etc. C'est des choses qui vont servir là aussi à créer des quêtes, des missions pour le joueur, mais pas seulement, ça va les rendre aussi crédibles. C'est quand on se pose la question, et ça c'est toute une liste de questions que je me pose en fait quand je crée un personnage, voilà, évidemment, elle n'est pas exhaustive, on peut rajouter encore plus de questions, mais rien qu'en se posant toutes ces questions-là, on arrive déjà à définir des profils de personnages qui sont suffisamment aboutis pour que quand le joueur va rencontrer ces personnages dans le jeu, il sache, et nous, ça nous aide aussi à écrire les dialogues, évidemment, derrière, ça aide aussi les acteurs à savoir comment ils vont parler, ça aide évidemment les graphistes à concevoir le visuel du personnage. Alors là, c'est Lafayette, c'était un personnage historique, c'était facile, mais dans certains autres cas, c'est pas si simple. Et donc, ça va permettre à toute l'équipe de visualiser ce personnage avant même qu'il soit inclus dans le jeu. Et pour le joueur, quand il va le rencontrer, ça va lui permettre de se dire « Ah, c'est un personnage qui n'a pas simplement un point d'exclamation au-dessus de la tête et une vague mission à me demander d'aller chercher 3 champignons dans la forêt. » Parce que ça aussi, c'est de moins en moins accepté par les joueurs. Pour aussi rendre un univers vivant, il faut falloir créer des connexions. Alors, des connexions avec le personnage du joueur, mais aussi des connexions qui sont autour de lui. En fait, tous les personnages qu'ils vont rencontrer, ils sont pas juste posés, encore une fois, comme ça dans le monde. Ils vont avoir des connexions, ils vont avoir des familles, ils vont avoir des amis. Et c'est aussi des choses qu'il faut définir. Donc, en fait, on commence à créer des arbres relationnels qui peuvent ressembler un petit peu à ceux qu'on peut matérialiser avec Facebook, par exemple. Vous pouvez, comme ça, vous créer vraiment des arborescences. Est-ce que machin connaît truc? Est-ce que truc est son ami? Ou est-ce qu'au contraire, c'est son rival? Et c'est des choses qui vont être très, très intéressantes à utiliser, encore une fois, pour créer de la narration. Mais là aussi, pour rendre l'univers crédible. C'est-à-dire que un monde, c'est un monde de liens, en fait. Et
évidemment, les lieux eux-mêmes doivent être conçus finalement exactement de la même manière que des gens. On leur crée aussi une histoire, on leur crée aussi potentiellement alors évidemment une politique, etc., mais aussi finalement des buts. C'est-à-dire quel est le but de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que là, on réfléchit plus à l'échelle d'un personnage, mais on réfléchit à l'échelle vraiment de groupes de population. Et c'est aussi quelque chose qui va permettre, là encore, de créer un tissu, en fait. Quand on crée un monde, on s'appelle pas Spiders pour rien dans notre studio, hein, c'est vraiment l'idée que, en fait, on tisse une toile. À partir de choses qui peuvent paraître être des points séparés, en réalité, tout est relié. Et en fait, le joueur, il fait que tirer sur un fil et tout se déploie. Et ça lui permet d'avoir vraiment l'impression, comme ça, d'un monde qui est très grand. Alors je vous lance, je ne sais pas si je vais la laisser. The king has gone insane. He is a proponent of a theory called animal magnetism. He's capable of anything. This automote is a masterpiece. It could do much more than dance. Angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. You're just as they described. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Donc voilà, Steel Rising, donc on vient de sortir. Contrairement à ce qui était annoncé, c'est pas en juin, mais c'est en septembre. Ce qui se passe en fait quand on réussit à faire un monde qui est assez crédible, c'est que la communauté des joueurs va complètement s'emparer de ce monde et va décider de le faire sien. Ils vont commencer à écrire des histoires dans ce monde, donc des fanfictions, et vraiment, enfin dans le cas notamment de Gridfall, donc qui est sorti en 2019, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de fanfictions. Alors elle tourne toujours autour de la même chose. Hein. C'est beaucoup de romances, d'histoires d'amour diverses et variées. Je crois qu'à peu près maintenant tous les personnages du jeu, y compris l'obscur marchand à qui on va juste à un moment acheter une paire de bottes, a sa propre histoire d'amour qui a été écrite par un fan. Donc c'est assez charmant. On va avoir aussi énormément de fan art. Là j'ai mis quelques-uns des fan art qui ont été réalisés. Et ça c'est uniquement des visuels qui ont été postés cette semaine. Hein. Je précise que je suis pas allé plus loin dans mon historique. C'est vraiment chaque semaine. Les joueurs postent des visuels. Il y a de la photographie virtuelle, c'est quelque chose qui est très à la mode maintenant. C'est-à-dire que les jeux proposent des modes photo. Nous, en fait, on ne propose même pas, mais il y a un joueur qui a sorti en quelques jours un mods, c'est-à-dire un petit programme qui va s'installer par-dessus le jeu et qui permet aux joueurs d'avoir un mode photo dans le jeu qui n'était pas prévu par nous. Et ça leur permet, donc vous voyez l'image du haut et l'image du bas, donc où on voit l'héroïne de Steel Rising. En fait, ils mettent vraiment en scène des photos. Ils règlent la lumière, ils règlent les filtres, et ils se appellent eux-mêmes des photographes virtuels. Donc là, on a créé un monde qui nous a complètement échappé, qui maintenant est entre les mains des joueurs. Et dedans, ils y font de la photo, ils y font de la vidéo. Ils se racontent, ils remontent des morceaux du jeu et ils racontent d'autres histoires à partir de ça. Enfin, on a vraiment quelque chose qui maintenant n'est plus du tout entre nos mains, qui est entre les mains des joueurs. Et c'est très bien. Mais quand ça marche suffisamment bien aussi, on peut en arriver à faire un 2. Donc il y a très peu de temps, on a annoncé qu'on travaillait sur Gridfall 2. Donc en fait, on repart dans le même univers et on va continuer à l'étendre, on va continuer à raconter d'autres histoires. Ce n'est pas la suite de l'histoire, en l'occurrence. C'est une histoire qui se passe dans le même univers. C'est des choses qui ont été faites par d'autres studios aussi. Hein. Si vous connaissez BioWare, c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement, notamment la licence Dragon Age. On ne joue pas le même personnage à chaque fois, mais ils complètent l'univers, ils rajoutent de l'histoire, ils parlent d'autres personnages et d'autres événements. Et là, je me suis rendu compte, puisque donc ça fait quelques mois que je travaille sur Gridfall 2, c'est quelque chose que j'avais un peu expérimenté avant, mais pas à ce point-là, et surtout pas à cette échelle-là, que finalement, faire un second jeu dans le même univers, c'est à la fois extrêmement excitant, on est très fiers, on est très content, parce que c'est évidemment quelque chose qui prouve qu'on a bien fait notre boulot, c'est la première fois. Et puis on se dit au départ, c'est plus facile finalement, on a déjà énormément de choses qui sont décidées, j'ai pas recommencé à faire tout ça. Sauf que il faut quand même étendre cet univers-là. Et il faut en plus que tout ce qu'on va ajouter
et notamment chaque personnage qu'on va ajouter, chaque histoire qu'on va ajouter, chaque faction éventuelle, etc., soit consistante avec tout ce qui a été fait avant. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce qu'on retourne dans des archives qui datent d'il y a 3 ans. Donc il va falloir vraiment, pour nous, faire de l'archéologie, en fait, dans nos propres documents, pour s'assurer que tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit, est bien cohérent avec ce qui a été fait. Il faut comprendre que les joueurs sont allés tellement loin dans l'appropriation du monde, on avait créé une langue pour ce monde. Ils ont fait tout le rétro-engineering de cette langue, et en fait, ils arrivent maintenant à l'écrire comme la langue de Tolkien. C'est-à-dire que maintenant, on a des joueurs qui s'écrivent dans cette langue, qui a été conçue par un linguiste pour nous, mais qui nous a, encore une fois, là aussi complètement échappé. Et donc, il faut non seulement qu'on reste cohérent avec ce que nous, on avait créé, mais aussi avec ce que les joueurs ont créé. Et là, ça commence à devenir assez complexe, en fait. Donc, on passe aussi beaucoup de temps à regarder ce que la communauté a fait. Alors, on peut pas évidemment considérer comme canon tout ce qu'ils ont fait, parce que évidemment en plus il y en a beaucoup qui se contredisent forcément d'un joueur à l'autre. Néanmoins, on doit essayer au maximum d'être intelligent, et pour que ces joueurs-là qui se sont appropriés le monde n'aient pas l'impression à nouveau qu'on leur enlève, il faut autant que possible qu'on les écoute. Et donc c'est une démarche différente. Néanmoins, encore une fois, c'est passionnant, c'est très intéressant, mais qui demande vraiment de jongler avec énormément de choses en plus, puisque non seulement on doit effectivement imaginer de nouvelles choses pour que les joueurs aient l'impression d'un vrai renouvellement, et en même temps il faut leur laisser suffisamment de choses connues pour qu'ils soient pas perdus, tout en plus restant fidèles à ce qu'ils ont pu connaître précédemment. Donc on est vraiment dans une démarche qui est assez complète. Voilà, moi je suis arrivée au bout de ma présentation. De toute façon, je crois que j'avais atteint le timing. J'espère que ça vous a intéressé. Et c'est vraiment un métier que j'adore. J'adore vraiment créer des mondes dans le jeu vidéo. C'est ce que j'aime. Je préfère faire dans la vie. Maintenant, c'est quelque chose qui devient de plus en plus complexe. Pas seulement parce que en fait la technologie est complexe, mais parce que les joueurs sont de plus en plus exigeants aussi eux-mêmes. Ils ont envie vraiment de quelque chose qui va devenir de plus en plus crédible, réaliste, dans lequel qui vont aussi pouvoir faire sien, qui vont pouvoir s'approprier. Et du coup, il faut vraiment être conscient de ça quand on crée. Il faut pas créer pour soi, il faut le créer avec générosité et en étant prêt vraiment à donner. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Merci, Jeanne. On va enchaîner là-dessus en appelant Camille Dedieu et Laurent Novak à nous rejoindre. Tu peux rester ici aussi. Donc moi, la première chose que je vais vous demander, c'est déjà de présenter un petit peu, de vous présenter, puisque tout le monde ne vous connaît pas ici, et puis de présenter l'installation qui est présente ici. En tout cas, de la présenter à votre manière, parce que c'est toujours intéressant de voir, par exemple, Jeanne, elle a présenté son monde, elle a présenté d'une façon qui n'est pas celle que moi j'utiliserais pour présenter le monde en tant que joueur, par exemple. Bonsoir, merci d'être là. Alors moi c'est Camille Dedieu et on a cofondé le studio Z1 avec Laurent en 2016. En tout cas, merci pour vos présentations. Personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'était hyper inspirant. Parce que c'est vrai que nous, la manière dont on fait notre travail, souvent c'est aussi, on essaie un peu de créer nos mondes. Après, on n'a peut-être pas des moyens autant grand, on peut pas s'entourer de linguistes, de choses comme ça, mais on a toujours un peu cette idée de se dire, il y a le monde qu'on connaît, puis on va essayer de créer quelque chose qui nous le rappelle, mais avec des tweaks, des changements, des modifications. Et on s'est dit, pour cette installation qu'on appelle Everett, pourquoi Everett? Parce qu'en fait, il y a une théorie qui existe dans la physique qui dit, qui marche dans les maths, on peut pas l'observer, mais qui dit que chaque décision possible, ça crée un monde en fait. Puis on s'est dit, ce serait intéressant de nous créer un monde et puis de donner une fenêtre qui permet de l'explorer. Puis en même temps, dans ce monde-là, on va essayer de montrer des strates, de montrer qu'en fait il est infini, qu'il peut se passer d'autres choses, qu'il vit, même quand on n'est pas là. Puis c'est vrai qu'il y a ce mot-là qui ressort souvent maintenant, qu'on comprend nous un peu à moitié, mais c'est métavers. Mais cette idée que c'est un monde aussi qui est persistant, qui est toujours là, comme Facebook. Facebook, ça marche même quand je suis pas dessus. Ça nous crée des fois des craintes, mais où il y a le FOMO là et tout ça. Mais puis voilà, donc du coup, pour nous, cette œuvre-là, c'est presque comme une analyse presque littérale de ce truc-là qui nous intéresse bien, de dire voilà, on va créer un monde parallèle au nôtre, puis on va vous le montrer. Puis tous nos projets sont un peu calqués là-dessus. Souvent, on va peut-être utiliser des données réelles. On a fait un projet avec des données qui provenaient de la NASA. Maintenant, c'est très facile d'aller utiliser une API sur Internet ou une intelligence artificielle. On a fait des expérimentations là-dedans aussi, mais plutôt
dans le sens où une intelligence artificielle, avant tout, en tout cas en ce qui concerne le machine learning, c'est un peu tout ce qu'on voit maintenant, c'est quelque chose qui vient de nous, en fait. On l'a alimenté de données. Il y a des petits poids qui sont changés dans un truc mathématique complexe, puis ça fait ce qu'on voit. Donc moi j'ai trouvé assez intéressant que vous parliez qu'il y a un aspect analytique, parce que moi je le vois plus du tout là-dedans. L'aspect analytique, pour moi, il y a un truc qu'on maîtrise plus, c'est de la magie totale. Il y a des maths qui fait que ça marche. Mais la magie, en fait, les spectacles de magie, ils sont très analytiques. Mais la magie de fantasy, évidemment, ne l'est pas. Mais c'est intéressant qu'on n'a pas cité le mot métavers dans les présentations, parce que bon, quelque part, Mark Zuckerberg se l'a un peu approprié. Hein, donc il a carrément renommé sa société pour que ça coïncide. Mais finalement, ce qu'on définit comme le métavers, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est même pas technologique. C'est la possibilité, en fait, de connecter des univers ensemble et de s'y projeter, et puis d'évoluer, et puis de faire autre chose que juste de la visite de monde. C'est-à-dire que, comme je l'ai montré dans ma présentation, on a un artiste qui va vendre ses œuvres, il va avoir un business model, simplement. D'autres personnes vont y aller simplement pour rencontrer d'autres personnes. Les MMO, typiquement, il y a plein de gens qui sont rencontrés sur des MMO. Non, mais c'est vrai que, on peut des univers comme ceux de World of Warcraft, par exemple, qui sont des MMO qui existent depuis très longtemps, qui ont réuni des millions et des millions de joueurs ensemble pendant des années, avec vraiment une économie qui s'est créée, avec des guildes qui se sont créées, des familles qui se sont créées, des gens qui se sont vraiment mariés dans la vraie vie parce qu'ils s'étaient rencontrés sur World of Warcraft. C'est assez amusant, en fait. C'est un monde donc virtuel, qui a complètement débordé sur le réel. Des gens qui ont fait fortune en vendant des personnages qu'ils avaient montés à d'autres joueurs qui avaient la flemme, eux, de passer toutes des armes virtuelles qu'ils ont forgées dans cet univers-là et puis qu'ils vendent sur eBay, par exemple. Non, en fait, c'est effectivement le métaverse. Et d'ailleurs, je trouve que celui qui est proposé à l'heure actuelle par Meta est finalement assez déceptif, parce que il n'y a pas tous ces aspects-là. Il n'y a pas cette vie, en fait. Il n'y a pas ces millions de gens qui dynamisent ces univers-là, qui parfois d'ailleurs font. Il y a des joueurs, je me souviens sous WoW, c'était quand même assez incroyable, qui avaient créé un crash boursier volontairement. En fait, ils avaient tous récupéré parce qu'il y avait des ressources, en fait, qui permettaient justement de créer des nouvelles armes ou des nouvelles armures. Et en fait, ils avaient fait complètement de la rétention en se mettant tous d'accord sur certaines ressources. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les prix étaient devenus complètement dingues, parce qu'il y avait vraiment un système qui s'indexait sur le nombre de gens qui vendaient cette ressource. Si plus personne ne la vendait, le prix devenait complètement fou. Et ils ont, évidemment, d'un coup, ils se sont mis à tous vendre en même temps, et tout s'est effondré, et ils ont créé un crash boursier, en fait. Alors, même s'il n'y a pas vraiment de vraie bourse à l'intérieur du jeu, mais au sein du jeu. Ils ont affecté l'économie du jeu. Ils ont affecté toute l'économie du jeu, et qui a obligé les développeurs à revenir dedans pour essayer de rétablir les choses, à faire en fait la police dans l'univers, dans le monde du jeu, parce que les joueurs s'étaient eux-mêmes un peu révoltés, en fait, quelque part rebellés contre les créateurs. Et ça, c'est super intéressant. Un monde abandonné de tous et même des dieux, hein, c'était ça. Ouais. Non, mais finalement, le fait de parler de réalité virtuelle, comme on parle de la réalité et qu'on ajoute virtuel derrière, c'est qu'on veut parler de réalité. Pourquoi est-ce qu'on crée un monde virtuel? C'est pour répliquer des choses du réel et peut-être créer du nouveau réel. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis, par exemple, ils vivent dans des mondes virtuels, ils travaillent dans des mondes virtuels et ils passent plus de temps dans ces mondes que dans leur vie de tous les jours, et ils ont des émotions dans ces mondes. Alors c'est pas, des fois c'est simplement du gain, le fait de gagner quelque chose, et ça leur provoque des émotions. Des fois ils ont des dépressions virtuelles parce qu'il arrive quelque chose dans ce monde. Et je parle pas de jeu, je parle d'écosystème virtuel, mais simplement parce que ils répliquent la réalité. Donc des émotions réelles, des schémas réels, des économies réelles et ce genre de choses. Et finalement c'est pour ça le réel ne nous suffit plus. Donc quand on voit Instagram par exemple, c'est des filtres qu'on met sur le réel parce que le réel ne nous suffit plus. On a besoin de plus de réel en fait. Donc cette notion de virtualité, elle est finalement assez abstraite et tout est réel. Et si on pouvait parler maintenant justement de ce qui vous échappe. Donc quand vous créez quelque chose, c'est assez intéressant parce que j'allais voir votre installation et puis elle continue d'exister même quand il n'y a personne qui la regarde. Donc typiquement elle est vivante, même si elle obéit à des règles qui sont encore assez simples, mais elle peut vous surprendre aussi. Par exemple, c'est aussi le cas des joueurs de Gridfall ou des univers que tu crées. À un moment donné, ils font des choses qui t'échappent, et c'est aussi mon cas dans quasiment tout ce que je fais. Quelle est la notion de risque là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous excite au niveau de
est-ce qu'on peut casser la machine? Est-ce qu'on peut détourner les choses? Est-ce que ça, c'est une notion qui vous intéresse quand vous développez quelque chose? Nous, on joue le risque, il est assez... comment on pourrait dire? Il est faible dans le sens où ça impacte que nous et ce qu'on fait, je pense. Donc le risque, s'il est là, il peut être grand, mais ça sera que avec nous, en fait. Faible dans le sens, les conséquences seront faibles, et grand parce que ça nous permet, nous, de faire ce qu'on veut, finalement. On est assez libre et on peut aller où on veut. On peut se laisser surprendre par des choses et jouer avec, ce qui arrive aussi assez régulièrement, en fait, dans ce qu'on propose, dans les œuvres qu'on peut faire. Tout d'un coup, on a des envies, des objectifs, et puis on a une autre proposition qui arrive de par ce qu'on fait, de par comment on crée les choses, et on va jouer avec, et on va l'accepter. Ça, c'est un peu le risque qu'on peut avoir, d'être un peu dérouté de notre chemin prévu initial pour aller vers autre chose qui nous semble tout d'un coup plus intéressant et plus adapté à ce qu'on veut faire. Et toi, Jeanne, tu as déjà eu des vrais détournements, enfin des choses que vous n'aviez pas prévues et qui peuvent même poser problème? Alors, il y en a sans arrêt. Alors, la pose de problème reste relativement limitée parce que c'est du jeu solo. En fait, autant dans un jeu multiplayer, effectivement, il faut parfois intervenir si les joueurs commencent à tout casser parce que simplement pour les autres joueurs qui, eux, avaient envie de passer un bon moment, ça peut rendre la situation un petit peu compliquée. Autant sur un jeu solo, c'est plus difficile. Éventuellement, on voit des joueurs notamment qui modent et puis qui font des mods qui parfois cassent le jeu. Dans ces cas-là, ils ont juste à désinstaller de mods et tout va bien. En fait, on arrive à les aider comme ça. Néanmoins, oui, les joueurs font sans arrêt des choses qui sont pas du tout prévues et c'est très bien en fait. Moi, au contraire, je trouve ça super excitant, je trouve ça intéressant, je trouve que la créativité dont ils font preuve au sein pourtant d'univers qu'on a essayé de rendre encore une fois aussi solide que possible. Il y a toujours, alors déjà évidemment il y a des bugs techniques, ils ont, à force de sauter contre un mur, ils ont réussi à trouver une faille et hop, ils passent à travers le mur et là ils tombent dans une espèce de monde infini, vide et creux, parce que la modélisation n'allait pas au-delà de cet endroit-là. C'est des choses qui peuvent effectivement arriver, ça donne, mais parfois des choses très intéressantes. Alors, pour le joueur, c'est un peu frustrant parce que du coup, il va mourir quand il tombe dans le mur. Et parfois, du coup, il vient se plaindre parce qu'il a perdu toute son expérience. Mais il va faire une vidéo, il va la poster sur YouTube et puis il va se faire une communauté autour de ça. Et il aura sa propre renommée. Ça deviendra une légende dans l'univers que tu as créé. Est-ce que vous avez peut-être des critiques qui viennent directement de là? Je ne sais pas si on m'entend encore. Oui. Moi, si je peux me permettre, vous me faites un peu penser à quelqu'un qui est un spécialiste en sécurité informatique et qui doit empêcher des hackers de venir détruire son jeu, mais on y voit quelque chose de positif. C'est assez marrant, parce qu'on parle souvent de easter egg dans les jeux. Je connais pas grand-chose aux jeux vidéo, mais là, on a l'impression qu'il y a, là, les joueurs, tout d'un coup, il y en a un qui a réussi à casser le truc là, il y en a un qui a réussi à casser le truc là, puis finalement, c'était bien ou c'était pas bien. Et c'est assez marrant de vous entendre parler de ça comme ça. Vous avez vraiment quelqu'un en face. Parce que nous, on a le visiteur, mais... Je comprends pas l'intérêt. Oui, mais souvent ils nous le disent pas directement. Donc En fait, comme nous justement, c'est des jeux qui se jouent alors sur console aussi, c'est vrai, mais souvent quand même sur ordinateur. Le passage en 2 touches sur une fenêtre par exemple de Steam pour dire que vraiment on trouve que le jeu est nul, au contraire qu'il est super, ou on a trouvé un bug horrible et mon Dieu aidez-moi j'ai perdu mon personnage. Nous on le voit très très vite en fait. Et les joueurs ont vraiment une vraie tendance à énormément communiquer sur les réseaux sociaux, en bien comme en mal. C'est quand même souvent les extrêmes, c'est-à-dire que les gens qui passent juste un bon moment, eux, ils s'emmerdent pas à aller écrire un message. Par contre, effectivement, ceux qui sont ou très contents ou très mécontents, eux, ils vont poster. Et alors là, parfois, on prend cher. Mais malgré tout, ça fait partie aussi de ce monde virtuel, en fait. C'est une seconde virtualité qui recouvre la première. C'est encore une fois, le moment où les joueurs s'emparent du monde, ils en font autre chose, en fait. Et c'est à la fois super excitant en tant que créateur, parfois inquiétant parce qu'effectivement on veut pas que une mauvaise expérience puisse ruiner, d'un joueur ruine celle de tous les autres joueurs par exemple, parce qu'on a effectivement toute une communauté en face. C'est des dizaines de milliers voire des millions de joueurs. Gridfall c'est 2 millions de joueurs, donc encore une fois, même si c'est une expérience solo, on sait que l'exploit, le fait qu'un joueur ait trouvé un moyen de contourner tel truc va être vu après en ligne sur des vidéos par d'autres joueurs, et ça va leur révéler par exemple la fin de l'histoire, et ça peut complètement leur gâcher l'expérience. Alors, en l'occurrence, il se trouve que nous on a
plein de fins différentes, parce qu'on joue beaucoup sur des histoires en embranchement, on n'a pas d'histoire linéaire, justement pour réagir aux actions des joueurs. Donc parfois il y a des joueurs qui nous disaient « Ah, j'étais un peu déçu de savoir la fin ». Je dis « Non mais vas-y, continue, tu vas voir, tu vas être surpris ». Et qui effectivement se rendaient compte qu'ils n'avaient pas la même fin, et donc étaient finalement très contents parce qu'ils se rendaient compte que c'était leur expérience à eux et pas celle du voisin. Mais c'est des choses un peu particulières. Mais ça, c'est un peu comme dans la vie. Hein. Si les gens qui passent juste un bon moment, ils disent rien, ils votent pas aussi, souvent. Ceux qui votent, c'est ceux qui sont fâchés ou qui sont extrêmement contents de leurs privilèges. Et donc voilà, donc encore une fois, on rejoint la réalité. Et on se rend compte finalement que les comportements en ligne, ils sont débridés par le fantasme, mais ça reste des comportements réels. C'est toujours des comportements qui font appel à des émotions réelles. Soit on n'aime pas, on est agressif, un peu comme quand on est au volant. C'est un univers d'être dans sa voiture en situation de trafic, par exemple. Ça va débrider beaucoup de choses. C'est un microcosme comme ça du réel. Oui, moi j'avais une question par rapport justement au retour des joueurs-joueuses. Est-ce qu'il y a des choses qui tout d'un coup vont être de la manière dont ils vont jouer, ou elles vont jouer, ça va être réutilisé dans un prochain jeu, ou ça va vous donner des inputs pour un nouveau scénario ou une nouvelle branche, puisque tu parlais de branche, multibranche. Est-ce qu'il y a aussi ça? Est-ce que vous arrivez à avoir ce retour utilisateur et le réinvestir après dans un autre projet? Sur chaque jeu, ça nous a été très utile en fait. Alors bon, moi le jour où le jeu sort, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas les critiques parce que c'est le moyen d'avoir le cœur brisé très très vite. Mais avec quelques jours après, on peut, parce qu'on donne quand même le bébé sur lequel on a travaillé pendant 3 ans entre les mains de gens, donc le premier truc qu'ils vont s'amuser à faire, c'est de le casser. Donc forcément, on est un petit peu mon petit cœur. Et puis après, on voit les choses qui commencent à s'équilibrer et ça se passe mieux. Mais oui, on a heureusement aussi des critiques qui sont très constructives. On va avoir aussi des retours, ou même simplement en regardant les joueurs jouer en streaming, on se rend compte que ah tiens, mais j'avais pas pensé à ce qu'ils fassent ça, c'est une super idée. On a vu effectivement, par exemple sur Gridfall, on avait beaucoup de gens qui essayaient de favoriser. Et ça, pour le coup, on était contents parce que c'était quelque chose qu'on avait mis en œuvre et qui nous avait demandé pas mal de boulot, des solutions non violentes en fait. On avait pour chaque quête ou chaque chose à faire dans l'univers, on essayait en fait à chaque fois de proposer des solutions non violentes où on ne soit pas obligé de foncer et de taper tout le monde. Et on s'est rendu compte que beaucoup de joueurs appréciaient ça et essayaient de trouver à chaque fois là où les solutions non violentes pour contourner en fait le moment où ils allaient combattre. Et du coup, c'est des choses qu'on a poussées encore plus loin pour essayer vraiment de faire en sorte que les joueurs qui favorisent plutôt la diplomatie ou qui vont trouver la petite idée un petit peu marrante pour essayer de régler la situation soient vraiment autant récompensés que ceux qui aiment bien juste taper sur les monstres. Et moi, je vais répondre à la question aussi, parce que le jeu que j'ai brièvement montré, enfin, j'ai juste montré une illustration, mais Outcast 2, c'est la suite de Outcast, qui était un jeu qui est sorti en 1999. Et si on a fait le 2, c'est parce qu'il y avait une pétition des fans du premier jeu qui continuent à jouer dans ce jeu et qui continuent à vivre dans ce jeu, qui ont inventé la langue, enfin, qui ont étendu la langue initiale qui est la gazorque. Moi, j'ai dû apprendre à parler la gazorque et j'ai pas pu inventer des mots. J'ai utilisé le glossaire que les fans avaient créé. Et donc, on a pris le président du fan club allemand de Outcast et on l'a intégré à l'équipe. Il est devenu notre lore consultant parce qu'il connaissait Adelpha, la planète, bien mieux que moi. J'avais pas terminé le premier jeu à l'époque. Et du coup, on a répondu à pas mal de ses attentes parce que lui, il était un peu mais c'est dangereux aussi. C'est parce qu'à un moment donné, il prenait le contrôle de la création et c'était son fantasme en fait. On se retrouvait à devoir mettre en scène son fantasme et on a dû casser cette relation. On a dit à un moment donné, nous on doit se réapproprier le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne teste pas, il y a plein de choses qu'on teste. Alors il y a des early access, des choses comme ça pour tester des choses. Mais nous, il y a des thèmes qu'on voulait aborder, on est allé voir comment d'autres jeux les avaient abordés, quelle avait été la réaction des joueurs, ou même au cinéma, puisque c'est complètement multiplateforme finalement, comme c'est la vie. Et il y a des thèmes, on s'est dit on ne va pas toucher à ça, parce que voilà la réaction que ça provoque, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de dire. Et donc on ne les a pas abordés, ça a changé l'histoire, ça a changé l'univers, ça a changé les personnages. Donc c'est vraiment un travail constant de se mettre à jour en fait avec les attentes. Et des attentes, il y en a, même si vous n'attendez pas un jeu. Par exemple, même les gens qui n'attendaient pas Steel Rising, une fois que le jeu est annoncé,
les attentes qu'ils avaient déjà sur le monde en général se retrouvent projetées, notamment que c'est un personnage féminin, même si c'est une automate. Il y a tout un tas d'attentes qui vont arriver, qui sont liées au genre, qui sont liées au débat qu'on a actuellement et qui sont positifs, hein, mais c'est toujours très touchy, quoi. Effectivement, enfin, quand on le tout premier teaser qu'on a montré du jeu il y a peut-être presque 2 ans, on montrait donc, on avait déjà l'héroïne, hein, on montrait 2 autres personnages, Lafayette d'un côté et de l'autre Julien Raymond, qui est un personnage, c'est 2 personnages donc historiques, hein, absolument réels. Julien Raymond est assez peu connu, hélas, et c'est un personnage noir qui s'est battu pour les droits des Noirs à l'époque et pour l'abolition de l'esclavage. Et on a eu énormément de retours sur le net, disons quoi, mais vraiment, ils deviennent. Enfin, Spider, c'est des woke. Alors, accessoirement, on l'a toujours été. Hein, moi, j'assume complètement d'être woke. Mais voilà, c'est absolument terrible. Mettre des noirs dans la révolution, et puis quoi encore? Je suis contentée de répondre. Ce personnage est Julien Raymond. Allez sur Wikipédia. Alors ça a calmé un peu la polémique, même si évidemment, ah oui, peut-être, mais ce personnage n'est pas représentatif de... Et puis bon, à un moment aussi, il faut accepter, et moi c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement, qu'on ne va pas plaire à tout le monde, et qu'en plus, ces personnes-là tout particulièrement, je m'en fiche un peu si je leur plais pas en fait. J'allais justement parler de ça, moi, parce que nous, on a une position plutôt d'artiste, et du coup, les retours, c'est un impact énorme sur votre travail. C'est aussi des impacts très positifs que je vois, comme à quel point vous cherchez à ce que votre monde il soit consistant, il soit riche, il soit... on a pensé à tout, on a pensé à la langue, on a pensé au visuel, on a pensé à comment ça s'ancre dans notre histoire à nous, etc. C'est vrai que nous, on a plutôt tendance à se dire, il faut que ça vienne de nous, il ne faut pas qu'on se laisse influencer par les gens qui vont voir notre œuvre, parce que ça peut nous biaiser. En même temps, on essaie quand même de s'inspirer de choses qu'on voit, mais ça doit toujours sortir de notre rythme. Mais là, ça, en tout cas, personnellement, ça me fait penser à ça. Je me dis, peut-être que si on arrivait, avec nos moyens, à designer quelque chose qui peut faire intervenir aussi les autres, penser un peu plus aussi à l'humain. C'est vrai que déjà, dans nos pièces, très souvent... Alors là, on vient de faire un truc avec du spectacle vivant, mais en général, il n'y a pas d'humain dans nos... Il n'y a même pas de créatures vraiment... qui sont en tout cas montrés d'un point de vue figuratif, pardon. En tout cas, moi, mais c'est fait pour des humains. Tu vois, donc quelque part, quand vous créez un monde, les habitants du monde, c'est vos spectateurs, donc quelque part, vous les prenez en compte quand même. Tout à fait, on les prend en compte. On imagine des fois, on avait fait un projet qui s'appelle HSM, on imaginait une population qui a été là et qui n'est plus là, et qui a du coup eu un impact sur tout ce qu'on voit, ou un peu... comme dans l'Odyssée de l'espace, peut-être une intelligence qui vient d'ailleurs et qui a un impact et puis qui se voit plus tard. Ou, on aime bien les cités obscures, si vous aimez la BD, il y a beaucoup ça. Mais, on ne va pas se dire est-ce que ça va plaire aux gens ou qu'est-ce qu'ils vont en penser ou comment ils vont interagir avec, mais c'est pas autant présent dans notre travail. Et, moi, j'y vois plein de choses positives aussi, ou peut-être que j'aurais peut-être pas pensé avant, quoi. En fait, alors c'est effectivement peut-être le côté plus bassement mercantile du jeu vidéo, parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher à développer. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'euros effectivement pour développer un jeu comme celui-là. Il y a une équipe de plus de 70 personnes qui travaillent sur le projet. Donc forcément, à un moment, on a intérêt à le vendre un peu à la fin, parce que sinon, je peux plus payer tous ces 70 personnes et ça serait un petit peu dommage quand même. Donc il y a l'idée effectivement, à la fois bien sûr, on veut être, on aimerait être tous des autrices, des auteurs, des artistes, et finalement se faire plaisir avec notre création, mais je crois que c'est quand même le cas. Et ce côté mercantile, parfois, il nous embête un peu. C'est ce que quand je parlais du marketing tout à l'heure, c'est un peu le côté... l'équipe était un peu déçue, quelque part. Et en même temps, finalement, je pense que le jeu, parce que c'est une œuvre interactive, comprend déjà cet aspect-là, en fait. On ne peut pas imaginer un jeu sans imaginer le joueur, ou la joueuse, bien sûr, et ce qu'elle ou il va vouloir faire une fois... voilà, c'est du coup, on fait un mauvais jeu, en fait. Et si on considère le jeu, ce qui est mon cas, comme une nouvelle forme d'art,
cette interactivité, le fait que le joueur soit ou la joueuse soit au centre en fait de ce qu'on imagine, même si c'est plein de choses différentes, même si c'est plein d'interactions différentes, et même si on veut le laisser vraiment le plus libre possible, c'est ce qu'on rêve de faire d'ailleurs tous d'une certaine manière, c'est que les joueurs puissent tout faire dans le monde, qu'ils puissent tout casser s'ils le veulent, ou au contraire construire des choses incroyables comme dans Minecraft par exemple. C'est vraiment des... il faut que le créateur du jeu, ou les créateurs du jeu, pour ce qui nous concerne, parce qu'on est quand même plusieurs personnes, essayent vraiment de toujours se demander mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, qu'est-ce qui les ferait rêver en fait au sein de ce monde-là. Et c'est super enrichissant aussi. Puis il y a une chose qu'on n'a pas dit et qui ne marche qu'avec les mondes virtuels, enfin les mondes synthétiques, les mondes concrets, c'est l'histoire de l'histoire. Moi, je peux vous parler de mon histoire personnelle, où je suis né, ce qui m'est arrivé dans la vie, etc. C'est le réel, ça fait partie de mon histoire qui n'est pas encore terminée, qui continue. Là. Mais quand on crée un monde, par exemple, le clip que je vous ai montré, Parisian Love, qui est cette pub pour Google, l'histoire de ce clip est plus intéressante que l'histoire qui est dite dans le clip. Quand on raconte cette histoire, je vous le raconte en 2 mots, mais quand on raconte cette histoire, ça enrichit en fait la création. Le fait de dire que Google avait toujours comme principe de ne jamais faire de publicité. Et ils ont organisé un hackathon au Google Campus en interne. Tout le monde avait $100, ils ne pouvaient pas dépenser plus de $100. Il fallait faire une pub pour Google en utilisant que Google, sans pouvoir changer les couleurs, sans pouvoir dépenser plus de $100. Ça veut dire que même la chanson, la musique que vous entendez, elle est libre de droit. C'est quelque chose qu'on trouve sur Google. Et le type qui a gagné, il a été engagé comme directeur marketing à l'époque chez Google, on est en 2010. Et voilà, le fait qu'il a créé à partir de rien ce clip, c'est assez fascinant pour une entreprise qui avait pignon sur rue et qui surtout avait un budget limité en fait en marketing. Et ils ont fait l'effort de se restreindre, de passer par l'essence en fait du storytelling pour créer une histoire qui est celle que vous voyez. Et quand on connaît cette histoire-là, je trouve que ça enrichit pas mal l'œuvre d'art en fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne marche que quand on crée quelque chose. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas cette méta-histoire en fait. Et vous avez ça aussi, puisque tout à l'heure, vous m'avez un peu raconté vos intentions, puis l'histoire de cette installation. Oui, l'histoire de cette installation, c'est l'idée de donc, comme Laurent l'a expliqué au début, c'est de voyager dans un monde qui est parallèle au nôtre, dans lequel il y a aussi un autre monde qui est parallèle à ce même monde. Donc, en fait, c'est un briquet, puis on peut aller assez loin comme ça. Enfin, après, c'est à nous de décider quand est-ce qu'on s'arrête, nous ou vous. Quand est-ce que ça s'arrête? Et donc, on engage le visiteur, la visiteuse à pousser l'œuvre. Donc, on en reprend les codes du cinéma. Donc, c'est un rail un rail de travelling, un rail circulaire à 360 degrés, dans lequel est posé un écran qui est une fenêtre sur un autre monde. Et donc là, vous êtes invité à le pousser comme un chariot de cinéma. Pour pouvoir réaliser une visite de ce monde virtuel. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la frontière, donc cet écran, c'est vraiment une frontière qu'on peut traverser qu'avec les yeux, mais oui. Qui est une frontière entre ce monde qui est censé être là derrière, qui est là en fait. Il n'y a pas de... Voilà, il est là. Il est là. Il est là. Si on est à cet endroit-là, on voit le monde tel qu'il est. C'est ça, ouais. Exactement. Et il est... vous allez voir, après ça rebondit, il me semble que c'était toi qui disais ça, mais c'est qu'on ne peut pas être complètement fictionnel et on se raccroche à des... là, c'est un paysage que vous allez pouvoir découvrir et ce paysage-là, il répond à des codes que vous connaissez de montagnes, de lacs, de cailloux. Et ça, c'est important pour qu'on puisse se projeter et y croire à un moment donné. Si tout est complètement imaginaire, je crois qu'on n'arrive pas. Et même si la physique est pas tout à fait notre physique, une fois qu'on a compris les principes de cette physique-là, c'est comme une lave-à-lampe, vous savez, les lampes de lave, une fois qu'on a compris comment ça se forme, ça devient beaucoup plus apaisant et le cerveau se met en veille et il n'essaye plus de comprendre comment ça marche. Et donc forcément, ça paraît naturel et ça paraît réel. Oui, du coup, on peut apprécier ce qui se passe et prendre le temps qu'il faut et pas et contempler. C'est un exemple que je prends souvent quand je fais justement de la formation à la création d'univers avec des étudiants, parce qu'ils disent mais pourquoi est-ce qu'on va pas dans des trucs beaucoup plus délirants, etc. Je dis, alors c'est l'histoire d'un schmurkle qui se passe sur la planète Schmilk et il va faire scrulch tous les jours avec des scritch. Et voilà, ça c'est ton pitch, parce que tout est inventé.
Alors tu visualises peut-être quelque chose, mais il y a des chances que ton voisin visualise quelque chose de complètement différent. Et surtout, à un moment, si quelqu'un prend ça entre les mains, il va falloir que tu lui expliques tout. Qu'est-ce que c'est qu'un Screech? C'est quoi la planète Schmurkle, etc. Enfin, et ça va prendre des heures. Et c'est pas ça qui est intéressant dans le jeu. Ce qu'on veut, c'est se promener, c'est découvrir, c'est rêver, c'est voyager. C'est pas avoir à ouvrir une encyclopédie dès le début du jeu pour savoir que alors le Screech est un animal subaquatique qui vit dans le. Enfin, ça c'est chiant, quoi. Sauf que moi, là, donc j'ai terminé d'écrire Outcast 2 il y a maintenant 4 ou 5 mois, et ça fait 4 ou 5 mois que j'écris la Bible du jeu. Parce qu'il y aura un 3, enfin, normalement, et les gens qui seront sur le 3 sera peut-être d'autres personnes, et il faut, comme l'a dit John tout à l'heure, respecter les codes des 2 premiers jeux. Et pour le premier, on n'avait pas de Bible. Donc, et maintenant, il en faut une. Donc ça prend 4, 5 mois, je n'ai pas fini. Je pense que ça va prendre 8 mois de faire la Bible de ce jeu. Et il faut tout décrire, la faune, la flore. En fait, toutes les questions que John posait, il faut les décrire. Et il faut même s'en poser des nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, écrire les codes moraux. Quand on parle de message, c'est quelle est la limite infranchissable. Qu'est-ce qu'on ne montrera jamais parce que l'IP ne le permet pas. Même si elle évolue, on n'ira jamais là. Et c'est important parce que ces sociétés, elles sont revendues, les licences sont données à d'autres médias, que ce soit l'animation, le long métrage de fiction, la série, etc. Et on a besoin de leur donner cette Bible. Sinon, on est trahi et on ne peut pas se retourner contre les traîtres, puisque légalement, et quand on donne une licence, il faut définir les droits qu'on donne aux gens qui vont s'emparer de cet univers et le faire évoluer de manière professionnelle cette fois-ci. Et c'est intéressant parce que c'est aussi des discours que moi j'entends beaucoup de réalisateurs dans le cinéma, c'est que finalement vous allez passer beaucoup de temps à définir un monde, un environnement dans lequel quelque chose va se passer, et puis finalement c'est après de décider, voilà, maintenant qu'on a tout ça qui est mis en place, on connaît plein de choses qui ne sont pas encore le jeu, c'est là où ça va se créer, et finalement c'est ça qui fait peut-être des histoires qui sont un peu plus deep, un petit peu plus intéressantes à comprendre, parce qu'on ne va pas forcément parler de ce monde qu'on voit. On va peut-être aborder des thèmes plus importants, plus profonds. Ça, c'était plutôt les réalisateurs donc, dont je voyais des interviews qui disaient ça. Mais on a plein d'opportunités qui se créent et ça devient tout d'un coup consistant et plus fort. Et puis ça, on l'entend vachement bien chez vous. Parce que vous passez beaucoup de temps à dire le monde, c'est quoi? C'est vrai. Et d'autant que, en fait, nous, on a... Par exemple, Gridfall, c'est 80 scénarios différents. Qui sont pour certains évidemment liés les uns aux autres, mais c'est 80 petites histoires. Alors certaines sont on va dire plus dans le fil rouge qui va guider le joueur tout le long de son parcours, mais d'autres sont des petites histoires qui vont arriver ici et là, qui vont venir rythmer les choses, qui sont des histoires qu'en plus il n'est pas obligé de voir. S'il ne va pas parler par exemple de tel personnage, il assistera pas à telle scène, qui ne déclenchera pas tel événement, et ainsi de suite. Et donc il y a des choses qui sont conçues en dehors de son regard, en fait, potentiellement. Et on le sait, mais c'est ce qui va du coup rendre aussi chaque partie unique. C'est qu'un autre joueur qui, lui, sera allé voir ce personnage-là, aura vu ça, et donc ne vivra pas la même expérience que celle de son voisin. Et on a vraiment des moments de l'histoire avec des embranchements qui sont suffisamment importants pour que certains personnages importants de l'histoire disparaissent complètement. Ils meurent dans telle version de l'histoire, alors que dans telle autre, il est encore là. Et donc c'est effectivement des choses qui sont vraiment très intéressantes à concevoir, mais si on n'avait pas ce monde solide-là, on aurait beaucoup de mal à créer autant d'histoires différentes qui en plus soient connectées les unes aux autres et qui donnent justement comme ça l'impression au joueur qu'il va quand même passer plus de 35 heures pour finir le Gridfall, c'est à peu près ça. Si effectivement on a un monde qui n'est pas assez conçu, même si effectivement, encore une fois, il y a des choses que ce se trouve il ne verra jamais. S'il ne s'intéresse pas à tel sujet, il n'ira pas, il ne le verra pas, et c'est pas grave en fait. Pour nous, c'est là, ça nous a permis de construire tout le reste, et c'est vraiment presque comme des plans d'architecte en fait. C'est pas parce qu'on n'habite que dans un seul appartement que le reste de l'immeuble n'existe pas en fait. Et nous, on est obligé de concevoir tout l'immeuble. Ouais, mais on retrouve ça chez Tolkien, on retrouve ça... Parce que j'ai vu une émission, c'était un reportage où... C'est quoi la différence entre Star Wars et Star Trek? Alors, je suis d'aucune fanbase, moi. Hein. Mais il y en a un où ils ont une machine, où tu mets un truc dedans, puis hop, tu l'as à double. Et du coup, ça va influencer tout le monde, alors que Star Wars, non. C'est de la science. Dans cet univers-là, c'est de la science. Voilà. Alors que Star Wars, non, il faut se battre pour les ressources. Et du coup, ça déclenche plein d'autres scénarios, plein d'histoires. Les décors, c'est pas les mêmes.
Et c'est vrai que c'est. Et ça, c'est dans la Bible. C'est des piliers qu'on va mettre dans la Bible. Et surtout, la Bible, on la donne pas aux joueurs, on la donne pas au public. Ça ne sert qu'à être cohérent en interne. Et ça, c'est très important parce que des fois, on change cette Bible. Et il faut essayer de pas la changer parce que c'est trahir en fait. C'est aller vers la facilité. C'est se dire tiens, on a un problème. Ben, au lieu d'adresser le problème avec les éléments qu'on a. Par exemple, un problème écologique dans le monde d'aujourd'hui, ben on va dire ben non, en fait, on va juste dire qu'il n'y a pas de problème écologique. Et ce qu'on fait aussi hein, dans notre monde. Mais c'est important parce que je prends un exemple. J'ai assisté à une conférence de Robert Kirkman, qui est le créateur de The Walking Dead, et il avait sa Bible pour la bande dessinée qui s'est terminée. Elle s'est terminée il y a 2 ou 3 ans maintenant, après 20 ans, 20 ans de publication mensuelle. Il avait sa Bible, il avait notamment des choses qu'il ne voulait absolument pas sur ses personnages, notamment que le fils de Rick Grimes, son fils, ne meure. Ça devait être le personnage qui devait survivre parce que c'était l'espoir, c'était la génération suivante. Et puis quand la série AMC a commencé, très vite, ils ont commencé à faire des ratings, donc voir qui était le personnage le plus populaire. Et puis ce gamin, dans la série, il n'avait pas la cote. Et donc très vite, ils ont eu envie de le tuer. Et donc, comme la série fonctionne comme ça, et que c'est en tuant les personnages qu'on renforce l'univers, puisque l'univers, il persiste, d'ailleurs, il y a 3 ou 4 séries maintenant, en plus plein d'autres choses, il persiste sans les personnages principaux, ben, il a dû se battre pour qu'on ne tue pas ce personnage, jusqu'à un moment où il a dû lâcher, parce que les chiffres étaient plus forts, et puis c'était une pression économique, et ça a divergé. Donc, ce qu'il faisait dans la bande dessinée, avec les mêmes personnages, c'était plus ce qui se passait dans la série, puisque dans la série, ce personnage, il meurt, spoiler. Mais dans la BD, c'est l'inverse, c'est le père qui meurt. Et donc ça a foutu un bazar tellement pas possible qu'il a arrêté son univers à cause de ça. Donc à un moment donné, quand Rick Grimes est mort dans la bande dessinée, il a surpris tout le monde en disant voilà, c'est terminé. Il a sorti une BD, c'était la fin. Et ça se passe 20 ans plus tard, etc. Mais tout le monde a été surpris, tout le monde croyait qu'une série qui marche si bien aurait continué. Et c'est une divergence artistique tellement profonde que son monde est trahi. À partir du moment où son monde est trahi, il ne pouvait plus continuer à créer dans ce monde-là parce qu'il avait une représentation de son monde qui ne reflétait plus la réalité de son monde virtuel à lui. Et c'est une conférence fascinante, vous pouvez d'ailleurs la trouver sur YouTube, je pense, mais c'est vrai, après 20 ans, vous imaginez, il fait ça tous les jours, il vit avec ses personnages, et puis tout d'un coup, il y a une incohérence qui est métaphysique, quoi, qui est quelque chose qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ça. L'attachement au personnage est très très fort. Enfin, moi je sais que je passe donc 3 ans avec ces personnages dans la tête. Ils parlent, j'ai des petites voix dans la tête pour eux en fait, tout le temps. Et que ce soit quand je suis en train de me faire cuire des pâtes, ou quand je suis effectivement en train d'essayer de me demander ce qu'ils diraient dans quelle situation de jeu. Et en fait, au bout d'un moment, alors c'est une forme de schizophrénie, hein, d'une certaine manière, parce qu'on est là avec tous ces personnages dans notre tête qui se bousculent, qui s'engueulent, et quand le jeu sort, justement, à un moment, il va falloir les expulser parce qu'il va falloir en faire venir d'autres pour créer le prochain jeu. Et alors, quand on revient sur un 2, il faut au contraire les rappeler. Enfin, il y a un petit côté quand même assez particulier, mais il y a un attachement terrible aux personnages, quoi. Enfin, moi, vraiment, c'est des membres de ma famille. Ma fille, donc j'ai une fille, une vraie, celle-là, elle me dit, mais je sais pas combien t'as de gamins, mais il y en a beaucoup trop, en fait. et en même temps, cet attachement, il est aussi très émouvant, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, on est beaucoup plus susceptible quand on les attaque. Parce que les attaquer sans raison, sans argumentaire, alors que nous, on connaît tous les tenants et les aboutissants de ce personnage, on pourrait les défendre, même en justice. Moi qui aime bien les plaidoiries, des fois, même quand ce n'est pas les personnages que moi j'ai créés, mais parce que je connais les tenants et les aboutissants, j'ai envie de les défendre comme s'ils étaient réels, quoi. Donc on déborde sur la création de personnages, mais c'est ça qui peuple un univers, de toute façon. Et vous pouvez aussi vous sentir en tant que créateur attaqué à travers vos œuvres. C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Parce que tu disais, on ne nous le dit pas directement, mais vous avez déjà dû être confronté à ça ou jamais? Quelle chance. Moi, j'aimerais bien être à leur place. Non, mais on a des... Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. On a aussi... C'est artistique, dis donc. Je ne sais pas du tout quoi faire de ça. Donc, on a plus souvent des critiques, on ne sait pas trop quoi en faire. Et par contre, quand il y a quelqu'un qui dit moi c'est dommage parce que votre monde il s'arrête là et j'aurais cru qu'on pouvait aussi arrêter là. Et c'est là souvent où ça ouvre plein de choses. Donc c'est toujours positif au final, et je pense qu'on a besoin, nous aussi, pour pouvoir continuer, c'est peut-être un peu bête, mais d'être très convaincus par ce qu'on fait. Et effectivement, comme disait très bien Camille, il y a
cette pression-là, elle est que pour nous. Du coup, les critiques, soit on les ignore, soit on essaie d'en tirer quelque chose quelque part. Donc, vous savez qu'on présente souvent nos œuvres dans des cadres, des fois, où les gens viennent nous parler directement, puis les gens ne viennent pas facilement te dire, or sur un forum peut-être, mais en face, dire à quelqu'un, j'aime vraiment pas ce que tu as fait, enfin, moi, je suis pas capable d'envoyer ça à quelqu'un dans la figure. Mais... Vous avez des réactions? Oui? On est au tout début. Hein. Comme disait Jeanne, il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de plagiat pour l'instant, mais encore une fois, c'est très jeune. Là, on est dans le fantasme. Parce que c'est très difficile de se projeter sans fantasme. Moi, quand la VR a été vraiment annoncée... j'ai testé des expériences de VR il y a très longtemps, notamment le Game Boy, Tennis VR, qui date des années 90. Et c'était déjà quelque chose, et ça faisait la couverture des magazines, etc. Ça nous faisait fantasmer. Donc du coup, quand les casques sont arrivés, moi j'ai 5 casques de réalité virtuelle chez moi, et je peux vous dire, la dernière fois que je me suis immergé dans une expérience de réalité virtuelle, il va y avoir 1 an. Parce que c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon moment pour y aller, puis les expériences m'attirent plus spécialement. Notamment par rapport à cette histoire de problème je ne me sens pas engagé là-dedans. Donc si je devais me projeter, vu qu'on a cette techno, c'est tellement frustrant d'avoir cette technologie, d'avoir tellement de personnes qui travaillent pour cette technologie, d'avoir tellement d'investissements financiers dans ces technos, parce que c'est des entreprises qui lèvent des millions et des millions, des startups. C'est de l'argent, on pleure pour avoir cet argent dans la création old school, je veux dire, papier. Et on n'arrive pas à avoir ces budgets-là. Moi, mon fantasme dans 10 ans, ce serait vraiment le mariage, en fait. Pourquoi ça m'intéresse, cette AI? Parce qu'elle est accessible. Il n'y a pas le clan des développeurs d'un côté, et puis le clan des créateurs de l'autre, et puis ils se battent. C'est tout le monde travaille ensemble, idéalement, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, mais c'est ça mon fantasme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on arrive à tous travailler sur un même univers, je pense que tout le monde s'y retrouvera, tout le monde finalement fantasme la même chose. C'est-à-dire des univers qui soient, tout ce qu'on a dit, cohérents, etc., qui respectent les artistes, où personne ne soit grugé, etc. Mais je sais que c'est un fantasme, parce que le monde réel n'est pas comme ça. Et au mieux, dans un monde virtuel, on arrivera à répliquer le réel, mais on n'arrivera pas à faire plus. J'avoue que oui, j'ai un peu du mal à me projeter concrètement dans ce que ça pourra être, effectivement. La VR, effectivement, moi je me rappelle, en 1998, quand j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo, on était allé à l'ICTS, donc un salon, entre autres, de jeux vidéo à Londres, qui a disparu, qui n'existe plus depuis très longtemps. Et effectivement, on avait vu ces premières lunettes de réalité virtuelle. C'était épouvantable, ça faisait vomir, c'était très très laid. Mais c'était, oui, ça ressemblait plus à Tron qu'à quoi que ce soit de réel. Mais déjà, les gens se disaient, oh, dans 2-3 ans, tout le monde en a chez soi et tout le monde va être dans la réalité virtuelle tout le temps. Enfin, il y a une espèce de fantasme comme ça. Au final, aujourd'hui, tout le monde n'a toujours pas de casque de réalité virtuelle, alors que la technologie a beaucoup progressé. Il y a des choses en plus fascinantes qui sont faites, des expériences très très intéressantes, mais ça reste quelque chose qui est un peu élitiste, qui est un petit peu, qui n'est pas complètement intégré en fait dans le quotidien. Et je pense qu'il y a encore des années et des années de travail pour que ce soit le cas. Déjà pour que ce soit plus facile à utiliser, parce que pour l'instant, il faut quand même avoir tout un set chez soi, il faut pousser la table basse pour pas la casser quand on va reculer parce qu'on aura eu peur ou je sais pas trop quoi avec les casques de réalité virtuelle. Il faut éviter que le chat, ce qui moi m'est arrivé réellement, le chat vous saute sur la tête parce qu'il trouve ça très très rigolo, vous soyez en train de faire des gestes comme ça pour déplacer ou pour interagir quelque chose dans le monde virtuel. Donc, disons que c'est pas la chose la plus simple. Moi, j'avoue qu'avec les chats, du coup, je n'ai plus du tout relancé la réalité virtuelle après donc m'être pris mon chat sur la tête. J'avoue que j'y réfléchis à 2 fois maintenant. Mais donc il y a effectivement sans doute des choses à améliorer dans ce domaine-là. Moi, ce que j'espère surtout au niveau créatif, c'est que on va et les joueurs en plus, ou les consommateurs ou les spectateurs ou ont de plus en plus soif en fait d'univers qui les fassent voyager, qui les fassent réfléchir aussi. On est finalement aussi sur un gain de maturité énorme, et ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément visible avant.
Avant, le scénario de il faut aller sauver la princesse était largement suffisant en fait. Aujourd'hui, si on sort un scénario comme ça pour un jeu qui n'est pas un jeu destiné aux enfants de 3 ans, heureusement d'ailleurs, les gens vont dire non mais attendez, vous vous moquez de nous, on en veut un petit peu plus quand même. Alors on peut toujours jouer un plombier qui va sauver une princesse, mais disons qu'en général, ils essayent de mettre quand même un petit peu plus de choses dans les univers. Et je trouve ça super enrichissant de voir justement des jeux qui arrivent avec des problématiques complètement diverses, avec vraiment une grande maturité qui commence à apparaître. Un jeu qui s'appelle Disco Elysium, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Ça fait un peu penser aux univers de China Miéville, notamment celui qu'il a développé dans The City on the City. C'est très inspiré du post-communisme, c'est complètement déglingué, c'est avec une manière en plus de raconter l'histoire qui est complètement délirante pour du jeu vidéo, et en même temps c'est une expérience absolument géniale. Mais par contre, il y a un truc qui évolue pas, c'est les 24 heures sur une journée. Donc, du coup, un Disco Elysium, ça vous prend une centaine d'heures de jeu si vous voulez le faire correctement. Il y a tellement de textes, il y a tellement... Assassin's Creed, 150 heures de jeu. Je veux dire, il faut avoir le temps. Et les sollicitations, elles sont énormes. Il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus d'offres. Regardez ce que fait Netflix en sortant du contenu non-stop. On n'est pas en concurrence avec la création d'univers, on n'est pas seulement en concurrence avec les autres jeux vidéo ou avec les mondes virtuels, on est en concurrence avec tout. Je veux dire, même votre voiture, maintenant, elle vous parle, elle vous demande de l'attention, des updates, des mises à jour, des trucs. C'est devenu dingue, et on n'a quand même que 24 heures dans une journée, et dans ces 24 heures, vous êtes censé dormir aussi, et puis voir votre famille, et puis passer du temps avec vos enfants, si vous en avez, ou avec des gens, parce que sinon... et ça, c'est le plus compliqué, je pense, parce que moi, j'ai de plus en plus de frustration, alors que c'est mon travail. Donc, quand je joue à un jeu vidéo, je suis payé. C'est de la recherche et développement. Quand je regarde un film, c'est la même chose. Alors que c'est mon travail, je suis quand même frustré par tout ce à quoi je sais que je ne pourrais pas toucher ou en tout cas m'immerger. On me recommande sans cesse des choses. Quand c'est votre milieu, on vous dit oh, essaye ceci, essaye cela. Et malheureusement, j'ai pas le temps. Donc ouais, mon fantasme, ce serait quand même de pouvoir toujours le bouton pause, qui arrêterait le réel là pour le coup, pour qu'on ait plus de temps à passer dans le virtuel. Et vous, et on conclura avec ça, je pense, parce qu'on est juste au niveau du temps. Oui, non, c'est jamais. Enfin, la VR nous a toujours beaucoup questionné. Pour une première chose, c'est que c'est quelque chose qui est encore très individuel, qui se vit beaucoup seul. Et c'est un peu comme ces silent disco. C'est le pire truc qu'on ait pu inventer quand même. Enfin, on se retrouve en boîte, chacun dans son coin, à écouter une musique qui est potentiellement différente de l'autre, et puis à se crier dessus, et finalement enlever le casque. Et puis c'est ça la soirée qu'on vient de passer. Enfin, à un moment donné, on s'est perdu. Et la VR, je trouve qu'on pourrait... Enfin, on n'en est pas encore aussi loin, on s'est pas autant perdu, mais je trouve que ce serait quand même assez intéressant de questionner la question de comment être à plusieurs dans ces genres d'expériences. Et pas être seul. Parce qu'on fait beaucoup de choses seul, finalement, et on continue. Et en fait, c'est un peu ça qui nous questionne, et ce pourquoi on a encore peut-être jamais proposé une œuvre VR, c'est qu'on n'a encore pas trouvé la formule pour que ça soit plus partagé, quoi. Alors il y a peut-être des expériences, mais c'est encore vraiment, on est quand même dans ces choses assez individuelles. C'est vrai que c'est peut-être là où... C'est la proposition de Facebook, enfin de Meta, mais qui pour le moment n'existe pas. Elle repose sur rien, et puis ce qu'ils ont montré, c'était que du fantasme. Et c'était moche. Alors, quoi que vous fassiez, ne faites pas des choses moches, s'il vous plaît. Et on va conclure avec ça. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'avoir bravé les éléments pour être ici. On est content d'être là. Et puis, si vous avez des questions, on traîne dans le coin. Donc, n'hésitez pas à venir en individuel, alors, nous parler. Merci à iFlow, à l'équipe, de nous avoir invités. Merci beaucoup.